Il existe tout au bout du monde un territoire que l'humanité a longtemps préféré imaginer plutôt que comprendre. Un désert blanc, sans mémoire apparente, où le vent efface chaque trace avant qu'elle ne devienne histoire. On l'appelle Antarctique, un nom trop simple pour ce qu'il dissimule, car sous ces couches de glace, plus anciennes que nos langues, se trouvent des fragments d'un récit que personne ne raconte pleinement. Là-bas, les distances mentent, les compas hésitent, et les cartes se contredisent. Rien n'y semble vouloir se laisser saisir, comme si le continent lui-même retenait quelque chose que nous ne devrions pas réveiller. Au fil des siècles, ceux qui l'ont approché n'en sont jamais revenus avec plus de certitude, seulement avec des questions plus lourdes, plus profondes, plus anciennes que nous. Pendant des millénaires, l'Antarctique n'a été qu'une idée, une rumeur née dans les marges des premières cartes du monde. Les savants de l'Antiquité, incapables d'imaginer une Terre déséquilibrée, avaient imposé là une masse de terre théorique, un contrepoids idéal censé harmoniser le globe. Ils ne savaient rien de ce qu'ils placèrent au sud, mais ils étaient convaincus qu'il devait exister quelque chose. Pour eux, la nature ne créait jamais le vide sans raison. Ce continent imaginaire portait un nom presque poétique, Terra Australis Incognita, une terre australe inconnue, un espace que personne n'avait vu mais que beaucoup croyaient sans nécessaire. Au fil des siècles, cette idée est restée comme une ombre cartographique. Pourtant, à l'époque où les explorateurs sillonnaient déjà chaque rivage, personne ne parvenait à prouver son existence. C'était un paradoxe, un continent trop indispensable pour être nié, mais trop lointain pour être confirmé. Cette ambiguïté allait façonner l'un des chapitres les plus étranges de l'histoire humaine. Lorsque les premiers navigateurs européens osèrent s'élancer vers le sud, ils ne cherchaient pas un désert blanc. Ils imaginaient en Trotandulmier des terres riches, peut-être aussi peuplées que les continents du Nord. Mais à mesure qu'ils s'approchaient des gens rochers des régions australes, ils ne trouvaient entre que du froid, des mers capricieuses, et un horizon qui semblait se dérober. Certains écrits rapportent des banques de brume presque solides, des silhouettes d'îles qui disparaissaient en quelques instants, comme si le paysage lui-même se rétractait pour demeurer inconnu. Les conditions étaient si hostiles que beaucoup renoncèrent. D'autres laissèrent derrière eux des récits, fragments, imprécis, à peine croyables. Au fil du temps, l'idée d'un continent austral ne disparaît pas, elle change. Ce n'est plus un territoire où l'on pourrait bâtir des ports ou fonder des colonies, mais une frontière naturelle, un mur que la mer érige contre la curiosité humaine. Dans certains journaux de bord, l'insistance est frappante. Tout dans ces eaux semble vouloir repousser l'intrus. Les vents y sont plus tranchants, les vagues plus lourdes et les ciels plus bas. Il faudra attendre le début du XIXe siècle pour que l'humanité aperçoive enfin les premières falaises de glace du continent réel. Ce qui se dresse alors devant les équipages n'a rien du continent imaginé, pas de verdure, pas de peuple, pas de chaleur méridionale, seulement un mur blanc, gigantesque, presque indifférent. Les premiers regards posés sur l'Antarctique ne décrivent pas un lieu exotique, mais un monde étranger, sans invitation. Une immensité glacée qui ne répond à aucune logique terrestre connue. Ce contraste entre l'idée ancienne et la réalité nue crée une impression persistante, celle que l'Antarctique n'aurait jamais dû être là. Les montagnes recouvertes de glace semblent plus anciennes que la mémoire humaine. Les plateaux immobiles évoquent une époque antérieure à l'histoire. Tout donne l'impression d'un lieu qui échappe au temps, d'un territoire qui ne suit pas nos règles. Ce n'est pas seulement sa nature physique qui perturbe, c'est aussi son silence. Dans les journaux des premières expéditions, on lit souvent les mêmes remarques. Là-bas, même le bruit du vent semble plus grave, presque étouffé. Les bruits sont avalés par l'air froid, les échos meurent avant de revenir, et les distances deviennent trompeuses. Certains navigateurs sont persuadés que le continent déforme la perception. Les reliefs paraissent plus proches qu'ils ne le sont, puis soudain disparaissent dans une brume opaque. Le blanc omniprésent empêche le regard de saisir les lignes, et tout semble glisser hors de la vue. Plusieurs expéditions rapportent des phénomènes lumineux difficiles à décrire. Non pas des aurores classiques, mais des halos pâles, des lueurs qui serpentent au ras du sol, presque imperceptibles. Les scientifiques modernes les attribuant à des cristaux de glace en suspension qui reflètent la lumière. Pourtant, pour ceux qui les observaient, sans explication possible, ces phénomènes donnaient l'impression que le sol lui-même respirait, comme si la glace cherchait à cacher des mouvements secrets. Mais ce qui étonne le plus les premiers explorateurs, ce n'est pas ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils ne voient pas. Pas de traces humaines, pas de ruines, pas d'anciennes routes, rien.
C'est l'un des seuls endroits de la Terre où l'on ne trouve aucune empreinte d'une civilisation passée. Même les régions les plus reculées du désert africain ou des montagnes sibériennes conservent des signes de présence humaine. En Antarctique, le vide est total, comme si l'humanité n'y avait jamais été autorisée. Pendant des millénaires, l'Antarctique n'a été qu'une idée, une rumeur née dans les marges des premières cartes du monde. Les savants de l'Antiquité, incapables d'imaginer une Terre déséquilibrée, avaient imposé là une masse de terre théorique, un contrepoids idéal censé harmoniser le globe. Ils ne savaient rien de ce qu'ils placèrent au sud, mais ils étaient convaincus qu'il devait exister quelque chose. Pour eux, la nature ne créait jamais le vide sans raison. Ce continent imaginaire portait un nom presque poétique, Terra Australis Incognita, une terre australe inconnue, un espace que personne n'avait vu mais que beaucoup croyaient sans nécessaire. Au fil des siècles, cette idée est restée comme une ombre cartographique. Pourtant, à l'époque où les explorateurs sillonnaient déjà chaque rivage, personne ne parvenait à prouver son existence. C'était un paradoxe. Un continent trop indispensable pour être nié, mais trop lointain pour être confirmé. Cette ambiguïté allait façonner l'un des chapitres les plus étranges de l'histoire humaine. Lorsque les premiers navigateurs européens osèrent s'élancer vers le sud, ils ne cherchaient pas un désert blanc. Ils imaginaient des terres riches, peut-être aussi peuplées que les continents du Nord. Mais à mesure qu'ils s'approchaient des gens rochers des régions australes, ils ne trouvaient que du froid, des mers capricieuses, et un horizon qui semblait se dérober. Certains écrits rapportent des bancs de brume presque solides, des silhouettes d'îles qui disparaissaient en quelques instants, comme si le paysage lui-même se rétractait pour demeurer inconnu. Les conditions étaient si hostiles que beaucoup renoncèrent. D'autres laissèrent derrière eux des récits, fragments, imprécis, à peine croyables. Au fil du temps, l'idée d'un continent austral ne disparaît pas, elle change. Ce n'est plus un territoire où l'on pourrait bâtir des ports ou fonder des colonies, mais une frontière naturelle, un mur que la mer érige contre la curiosité humaine. Dans certains journaux de bord, l'insistance est frappante. Tout dans ces eaux semble vouloir repousser l'intrus. Les vents y sont plus tranchants, les vagues plus lourdes et les ciels plus bas. Il faudra attendre le début du XIXe siècle pour que l'humanité aperçoive enfin les premières falaises de glace du continent réel. Ce qui se dresse alors devant les équipages n'a rien du continent imaginé, pas de verdure, pas de peuple, pas de chaleur méridionale, seulement un mur blanc, gigantesque, presque indifférent. Les premiers regards posés sur l'Antarctique ne décrivent pas un lieu exotique, mais un monde étranger, sans invitation. Une immensité glacée qui ne répond à aucune logique terrestre connue. Ce contraste entre l'idée ancienne et la réalité nue crée une impression persistante, celle que l'Antarctique n'aurait jamais dû être là. Les montagnes recouvertes de glace semblent plus anciennes que la mémoire humaine. Les plateaux immobiles évoquent une époque antérieure à l'histoire. Tout donne l'impression d'un lieu qui échappe au temps, d'un territoire qui ne suit pas nos règles. Ce n'est pas seulement sa nature physique qui perturbe, c'est aussi son silence. Dans les journaux des premières expéditions, on lit souvent les mêmes remarques. Là-bas, même le bruit du vent semble plus grave, presque étouffé. Les bruits sont avalés par l'air froid, les échos meurent avant de revenir, et les distances deviennent trompeuses. Certains navigateurs sont persuadés que le continent déforme la perception. Les reliefs paraissent plus proches qu'ils ne le sont, puis soudain disparaissent dans une brume opaque. Le blanc omniprésent empêche le regard de saisir les lignes, et tout semble glisser hors de la vue. Plusieurs expéditions rapportent des phénomènes lumineux difficiles à décrire. Non pas des aurores classiques, mais des halos pâles, des lueurs qui serpentent au ras du sol, presque imperceptibles. Les scientifiques modernes les attribuant à des cristaux de glace en suspension qui reflètent la lumière. Pourtant, pour ceux qui les observaient, sans explication possible, ces phénomènes donnaient l'impression que le sol lui-même respirait, comme si la glace cherchait à cacher des mouvements secrets. Mais ce qui étonne le plus les premiers explorateurs, ce n'est pas ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils ne voient pas ou pas. Pas de traces humaines, pas de ruines, pas d'anciennes routes, rien. C'est l'un des seuls endroits de la Terre où l'on ne trouve aucune empreinte d'une civilisation passée. Même les régions les plus reculées du désert africain ou des montagnes sibériennes conservent des signes de présence humaine. En Antarctique, le vide est total, comme si l'humanité n'y avait jamais été autorisée. Avant même que les premiers navires n'aient aperçu les falaises glacées du sud, certaines cartes semblaient déjà savoir.
Elles décrivaient un continent que personne n'avait exploré, des lignes côtières que personne n'avait parcourues, comme si leurs auteurs avaient reçu un écho venu d'un temps plus ancien. Au fil des siècles, ces cartes sont devenues des énigmes silencieuses, presque des fissures dans l'histoire officielle. Lorsque l'on ouvre un atlas médiéval ou qu'on observe les relevés de navigateurs de la Renaissance, on s'attend à voir des approximations, des continents déformés, des formes esquissées avec hésitation. Pourtant, au milieu de l'imprécision générale, quelques cartes révèlent une étonnante assurance lorsqu'elles évoquent les terres du Sud. Elles dessinent des contours, des plaines, parfois même des montagnes, dans une région où nul explorateur n'était censé être allé. Comment expliquer cette connaissance anticipée? Les historiens ont proposé des théories, mais aucune ne parvient à effacer complètement l'étrange impression d'une mémoire oubliée. Le cas le plus célèbre est sans doute celui de la carte attribuée à Piri Reis. Ce cartographe ottoman du XVIe siècle affirmait avoir compilé ces données à partir de sources multiples, certaines très anciennes. Lorsque ces relevés furent redécouverts au début du XXe siècle, l'étonnement fut immédiat. La partie australe montrait non pas un vide, mais une étendue de terre qui semblait se prolonger très loin vers le sud. Beaucoup y virent une représentation primitive de l'Antarctique, un continent qui, à cette époque, n'avait officiellement jamais été observé. Les sceptiques soulignent que les zones australes des cartes anciennes représentent souvent des extrapolations, des tentatives de combler les vides géographiques. Mais dans le cas de Piri Reis, certains détails interrogent. Les côtes représentées semblent s'éloigner du modèle imaginaire de Terra Australis et se rapprocher étonnamment de formes réelles. Certes, il ne s'agit pas d'une précision parfaite, mais la ressemblance intrigue. À tel point que, même aujourd'hui, les chercheurs débattent encore de l'origine des données utilisées. D'autres cartes, élaborées à des époques différentes, renforcent cette impression. Celle d'Oronsfine au XVIe siècle, par exemple, montre déjà un immense continent méridional, structuré, doté d'une géographie interne. On y distingue des baies, des chaînes de montagnes, comme si quelqu'un avait tenté de restituer une mémoire plus ancienne que la sienne. Ces représentations n'étaient pas marginales. Pendant plusieurs siècles, des cartographes européens ont reproduit, enrichi ou modifié l'image d'une terre australe complexe comme si leur imagination collective se nourrissait d'une connaissance lointaine ou d'un récit perdu. Aujourd'hui, il est facile d'écarter ces cartes d'un revers de main en les attribuant au symbolisme ou à l'imagination. Mais il reste troublant que certains traits semblent correspondre à des zones qui n'auraient pu être observées qu'à une époque où ces terres n'étaient pas encore englacées. Peut-être s'agit-il simplement d'une coïncidence, ou peut-être l'humanité a-t-elle conservé dans un coin de sa mémoire les fragments d'un passé géographique très ancien, car l'Antarctique n'a pas toujours été gelée. Il y a des millions d'années, il abritait des forêts denses, des rivières libres, des formes de vie variées. Dans ce passé lointain, le continent était posé différemment sur le globe, baigné par des climats plus cléments. Lorsque l'on superpose certaines cartes anciennes à des reconstructions géologiques modernes, un sentiment étrange émerge. On a parfois l'impression que des échos d'un monde oublié ont traversé les siècles, sans que l'on sache comment ils ont survécu. Il existe aussi des récits issus de cultures anciennes, répartis sur différents continents, qui évoquent un grand territoire situé dans le sud, une terre qui aurait disparu ou se serait transformée. Ces récits ne sont pas précis, et la prudence s'impose. Pourtant, leur existence contribue à renforcer le mystère. Pourquoi des peuples éloignés, sans contact apparent, mentionnent-ils parfois une région extrême du globe qui semble avoir eu une importance symbolique ou cosmique? S'agit-il de mythes isolés ou de traces diluées d'un très ancien savoir commun? Les cartes anciennes soulèvent une autre question. Pourquoi tant de cartographes ont-ils persisté pendant des siècles à représenter un immense continent austral sans preuve directe? Ce n'était pas une simple erreur technique. Beaucoup d'entre eux étaient bien reconnus pour leur rigueur et leur précision. Ils remplissaient l'Asie et le Sud non par ignorance mais par conviction. Une conviction si forte qu'elle résistait aux expéditions infructueuses, aux témoignages contradictoires et aux corrections progressives des autres continents. Cela laisse l'impression que quelque chose sous-tendait cette certitude, peut-être des sources anciennes aujourd'hui perdues, peut-être des observations rapportées par des navigateurs dont les récits n'ont pas survécu, peut-être une interprétation erronée d'indices réels, ou peut-être simplement un besoin presque instinctif de voir le monde comme symétrique, équilibré, complet. Ce dernier point est essentiel. Les cartes, avant d'être des outils, étaient aussi des visions du monde.
Elles traduisaient à la manière dont leurs auteurs percevaient la réalité. Dans un univers où les terres du Nord étaient nombreuses, les cartographes imaginaient naturellement un contrepoids au Sud. L'existence d'une Terra Australis n'était pas seulement une hypothèse géographique, c'était presque une nécessité philosophique. Comme si la nature ne pouvait pas laisser une moitié du globe dépourvue de terre. Cette idée, si profondément ancrée, a peut-être contribué à façonner la tradition cartographique, bien avant que les explorateurs ne puissent lui donner raison ou tort. Pourtant, même si cette explication semble raisonnable, elle ne résout pas toutes les incohérences. Lorsque l'on observe attentivement certaines cartes, les contours représentés paraissent étrangement précis, presque trop structurés pour n'être qu'une conjecture. On y voit des baies, des péninsules, des masses montagneuses. Dans certains cas, ces éléments se rapprochent de réalités géographiques que l'on ne découvrira que bien plus tard. Pourquoi ces ressemblances existent-elles? Il n'y a pas de réponse simple, seulement des possibilités. Au-delà de leur exactitude éventuelle, ces cartes témoignent d'une époque où l'imagination et la connaissance se mêlaient étroitement. Les cartographes interprétaient des informations fragmentaires, les comblèrent avec prudence ou audace et tentèrent de donner une forme cohérente à un monde encore largement inconnu. Cette démarche forcément imparfaite a produit des représentations qui oscillent entre réalité et mythe, entre observation et intuition. Cette dualité confère aux cartes anciennes une atmosphère particulière. Elles semblent murmurer quelque chose que l'histoire officielle n'a pas enregistré. Elles invitent à regarder le monde non comme un ensemble de certitudes, mais comme un espace où les questions enfouies sont parfois plus importantes que les réponses visibles. En les observant, on ressent cette impression que l'être humain, même dans son ignorance, perçoit parfois des vérités silencieuses, des formes cachées dans le tissu du réel. Lorsque les premiers explorateurs atteindront enfin les confins australes, ils constateront que la plupart de ces cartes étaient inexactes. Mais ils découvriront aussi quelque chose d'inattendu. L'Antarctique existe bel et bien, là où tant de cartographes l'avaient imaginé. Ce constat en apparence banal soulève une question subtile. Pourquoi l'intuition collective de plusieurs siècles convergeait-elle vers un continent réel, même si ses détails étaient erronés? Était-ce une prémonition géographique ou une coïncidence façonnée par les limites de la connaissance de l'époque? Aujourd'hui encore, les cartes anciennes demeurent des objets d'étude fascinants, non pas pour leur exactitude, mais pour ce qu'elles révèlent de notre rapport au monde. Elles montrent que l'humanité, même lorsqu'elle ne voit pas, pressent parfois. Elles rappellent que l'Antarctique n'a jamais été entièrement absent de notre pensée. Il planait dans notre imagination comme un spectre géographique, une ombre nécessaire qui attendait le moment d'être confirmée. La prochaine partie se penchera sur ceux qui, bien avant les expéditions modernes, ont tenté d'atteindre le sud. Des navigateurs oubliés, des marins perdus et des récits brisés qui laissent nous supposer que l'Antarctique fut approché bien avant que les archives officielles ne l'admettent. Une histoire où chaque vague semble effacer une trace, mais jamais la question qu'elle laisse derrière elle. Longtemps avant que l'histoire officielle n'enregistre le moindre contact avec l'Antarctique, des marins anonymes avaient donc déjà glissé vers le sud, portés par des vents trop forts, des courants trop rapides ou par la simple volonté de dépasser l'horizon. Leurs noms se sont dissous dans le temps, leurs récits aussi, mais certaines traces demeurent, des fragments de journaux de bord, des légendes côtières, des objets échoués loin de toute route logique. Chacun de ces indices raconte un peu la même chose. L'humanité s'est approchée du Grand Blanc bien avant qu'elle ne soit prête à l'affronter. L'un des premiers peuples à s'aventurer profondément dans les mers australes fut celui des Polynésiens. Leur navigation était une science vivante, fondée non sur des instruments, mais sur la lecture du ciel, du vent, des vagues. Ils traversaient l'océan Pacifique avec une précision que les Européens de l'époque peinaient à comprendre. Certains récits polynésiens mentionnent des terres perdues dans les brumes du sud, des régions où la mer devient plus lourde, où les oiseaux disparaissent, où le froid mord le visage sans prévenir. Ces récits ne parlent jamais explicitement d'un continent. Ils évoquent plutôt une zone que peu d'hommes ont vue et que la plupart préféraient en éviter. Dans les traditions orales de certaines îles, on trouve aussi l'évocation d'icebergs gigantesques. Des descriptions trop précises pour être inventées, trop anciennes pour être influencées par les connaissances modernes. Les Polynésiens n'ont probablement jamais posé le pied sur le continent, mais leurs voyages les ont peut-être menés assez loin pour apercevoir la frontière glacée d'un monde encore inconnu. Des siècles plus tard, les navigateurs arabes noteront eux aussi des phénomènes étranges au sud de l'océan Indien.
Ils décrivent une mer plus sombre, des houles plus profondes et des nuages si bas qu'ils semblent toucher la surface. Dans certains manuscrits anciens, des anomalies d'onces de navigation sont relevées. Des compas qui se comportent mal, des variations de courant impossibles à expliquer avec les connaissances de l'époque. Ces textes n'affirment jamais clairement qu'un continent existe là-bas, mais ils témoignent de la présence d'une limite invisible qui perturbait les voyageurs. Lorsque les Européens commencent à explorer plus systématiquement les mers du Sud, ils se heurtent à des obstacles que leurs instruments ne peuvent apprivoiser. Au cours du XVe siècle, les Portugais franchissent le cap de Bonne-Espérance et naviguent de toujours plus loin, cherchant des routes commerciales inédites. Certains de leurs journaux évoquent des mers désertes, des îles fantômes et des températures si soudaines qu'elles semblaient en impunir quiconque osait avancer trop loin. Pourtant, ces explorateurs étaient animés par une ambition immense. Ils voulaient atteindre le bout du monde. Mais chaque tentative, un peu trop audacieuse, s'achevait dans le brouillard, les tempêtes ou les eaux glacées qui rendaient à tout retour incertain. À mesure que les siècles passent, quelque chose se répète. Ceux qui remontent vers le nord reviennent souvent silencieux. Ils racontent des vents qui hurlent comme des voix, des glaces qui se referment si vite qu'elles semblent vivantes, des nuits trop longues pour être naturelles. Plusieurs témoignages parlent d'une sensation étrange, celle d'être observé par un paysage vide. Quand on lit ces récits aujourd'hui, on pourrait y voir des projections, des peurs humaines face à un environnement extrême. Pourtant, tous convergent vers la même réalité. Le Sud était un espace que l'humanité effleurait sans jamais l'apprivoiser. Certaines expéditions, aujourd'hui largement oubliées, ont peut-être été plus loin que les livres d'histoire ne le disent. Par exemple, au début du XVIe siècle, un navire de la flotte portugaise fut retrouvé presque entièrement gelé au large d'une zone inhabituellement froide de l'océan austral. Aucun membre de l'équipage n'était vivant. Les descriptions du navire racontent un intérieur parfaitement ordonné, comme si personne n'avait tenté de fuir. Les corps étaient figés, paisibles, comme surpris par un froid d'une rapidité irréelle. Cette histoire est considérée comme légendaire, mais elle laisse entrevoir une vérité plus simple. Le Sud était un territoire où les lois de la survie étaient différentes. Les marins hollandais, au XVIIe siècle, rapportent eux aussi des observations étranges. Certains journaux mentionnent des plages enneigées sur des îles qu'ils ne parviennent jamais à retrouver par la suite. D'autres racontent avoir vu des silhouettes de montagnes lointaines, qui disparaissaient dès que le ciel changeait. Ce phénomène pourrait s'expliquer par le mirage antarctique, un effet optique rare qui amplifie ou déforme les formes au loin. Mais pour ces navigateurs, cela ressemblait à des visions fugitives d'un continent qui refusait de se montrer. Il existe également des récits provenant d'explorateurs russes qui, en cherchant des routes vers le sud, ont décrit des étendues blanches si vastes et si silencieuses qu'elles semblaient absorber le temps lui-même. L'un d'eux note que le froid soudain qui s'abattit sur son équipage était comme une main qui se referme sans bruit. Ces phrases, aussi poétiques qu'elles puissent comparaître, traduisent une sensation que beaucoup d'explorateurs du Sud ont éprouvée. L'impression que le continent n'est pas seulement un lieu, mais une force. Au-delà des témoignages humains, les animaux eux-mêmes trahissaient l'existence d'une présence au Sud. Pendant des siècles, les navigateurs observèrent des oiseaux migrateurs qui disparaissaient dans la direction du pôle, des phoques qui remontaient des régions extrêmement froides, des baleines suivant des routes mystérieuses vers des eaux presque interdites. La nature indiquait quelque chose, mais l'homme ne comprenait pas encore. Les animaux savaient avant nous. Ils étaient pour les premiers le messager d'un monde que personne n'avait cartographié. Ce contraste entre les indices visibles et l'absence de preuves directes alimentait pendant longtemps une tension particulière dans l'esprit des navigateurs. Le Sud devenait une obsession silencieuse, une énigme maritime. Certains capitaines, fascinés par ces signes, consacraient leur vie à tenter de l'approcher. Beaucoup disparaissaient, d'autres revenaient avec des histoires trop étranges pour être prises au sérieux. Les archives navales de certaines nations européennes contiennent des rapports officiels qui évoquent que les régions dangereuses, des zones où la mer se ferme, ou des latitudes inhospitalières où les instruments perdent leur fonction. Ce ne sont pas des avertissements mythologiques. Ce sont des constats faits par des hommes confrontés à un environnement radicalement différent. Ce qui rend ces récits si troublants, ce n'est pas leur extravagance. Au contraire, ils sont souvent sobres, presque froids. Ils décrivent des faits, des sensations, des obstacles très concrets.
C'est précisément cette sobriété qui leur donne une force étrange. L'Antarctique, point d'un pour eux, n'était pas un territoire fantastique, c'était un phénomène, une présence qui défiait leur compréhension. Un mur mouvant, un désert vivant, une limite. Lorsque l'humanité finit par atteindre la côte réelle du continent, des siècles plus tard, les premiers explorateurs se rendront compte que beaucoup de ces impressions anciennes étaient injustes. La mer y est effectivement capricieuse, la glace imprévisible et le froid brutal. Les illusions sont fréquentes, les distances trompeuses. Le Sud, en somme, n'attendait pas l'homme. Il existait avec ou sans lui, indifférent aux ambitions humaines. Aujourd'hui, les recherches modernes confirment que les navigateurs avaient des raisons d'être déroutés. Les conditions atmosphériques de l'Antarctique créent dans Bécran des phénomènes optiques uniques. Les vents catabatiques peuvent surgir sans avertissement. Les glaces peuvent se refermer en quelques heures. Les courants sont puissants, nourris par les profondeurs. Tout cela rend le continent à la fois réel et presque intangible. Et pourtant, malgré ces dangers, les premiers navigateurs n'ont jamais renoncé à approcher le blanc. C'est grâce à eux que l'humanité a compris qu'un continent se cachait derrière les brumes du Sud. Ce sont leurs pas hésitants, leurs erreurs, leurs doutes qui ont ouvert la voie à l'exploration moderne. Dans la prochaine partie de nos dodés, nous entrerons dans l'esprit de ces explorateurs qui, une fois aux portes du continent, ont senti une peur différente. Non pas celle de mourir, mais celle de découvrir ce que le monde avait tenté de garder silencieux. Une peur qui donnera naissance à certains des récits les plus étranges jamais consignés dans les journaux d'expédition. Lorsque les premiers explorateurs atteignirent enfin les lisières réelles de l'Antarctique, quelque chose se produisit en eux, quelque chose que les journaux officiels évoquent à demi-mot. Ce n'était pas la peur habituelle, celle que provoquent les tempêtes ou l'isolement. C'était autre chose, une forme de malaise intérieur, presque primitif. Comme si le continent, avant même d'être vu, révélait ce que signifie réellement s'approcher d'un endroit où l'humanité n'a jamais eu sa place. Cette peur n'était pas spectaculaire, elle n'avait rien des paniques soudaines décrites dans les récits de maritimes. Elle se manifestait plutôt comme une lourdeur, une sensation d'être observé par un paysage qui ne possède aucun regard. Les premiers séjournaux d'expédition parlent d'un silence inhabituel, non pas l'absence de bruit, mais plutôt une sorte d'absorption des sons. Les pas dans la neige ne résonnaient pas. Les voix semblaient ne pas porter, comme si la glace avalait les ondes avant même qu'elles ne puissent voyager. Les équipages qui approchaient les lignes des côtes décrivèrent un changement subtil dans l'atmosphère, une densité froide qui les enveloppait. Certains marins affirmaient que l'air lui-même semblait plus lourd, chargé d'un froid qui pénétrait non seulement la peau, mais aussi la pensée. Cette sensation ne provenait pas seulement de la météo, car elle se produisait aussi par temps clair. Elle était presque existentielle, comme un avertissement sans mots. Lorsque James Cook s'approcha du continent au XVIIIe siècle, il ne put jamais vraiment atteindre la côte. Mais ce qu'il rapporta était révélateur. Il parlait de murs de glace gigantesques, de barrières mouvantes qui semblaient se dresser exprès pour lui bloquer la route. Il notait aussi un sentiment étrange parmi son équipage, une lassitude inhabituelle, un refus presque instinctif d'aller plus loin. Même un homme aussi obstiné que Cook finit par se convaincre que le Sud n'était pas fait pour l'homme. Il écrivit qu'aucune nation n'aurait jamais intérêt à s'y installer, qu'aucune richesse n'y existait, qu'aucune gloire n'attendait ceux qui oseraient défier le froid. Pourtant, derrière cette conclusion rationnelle, il y avait une note plus sombre. Cook semblait persuadé que le Sud possédait quelque chose d'inaccessible, non pas à cause de la distance, mais à cause de sa nature même. Il ne parlait pas de monstres ni d'esprits, mais son ton laissait entendre que l'Antarctique ne se laisserait jamais entièrement explorer. Cette impression reviendra dans presque tous les récits futurs. Lorsque les expéditions du XIXe siècle finirent par poser le pied sur le continent, ce malaise se transforma en quelque chose de plus profond. Les vastes plaines de glace, vides à perte de vue, produisaient chez les explorateurs une sensation de vertige particulier. L'absence totale de repères visuels dérangeait leur perception. Certains voyaient simplement le sol ondulé comme une mer figée, d'autres confondaient l'horizon avec le ciel. Le blanc absolu effaçait les distances, les dimensions, la direction. Ce n'était pas seulement un défi logistique, mais un défi mental. Les récits de cette période contiennent souvent des passages où les hommes décrivent des illusions étranges. Ils croyaient dépercevoir des ombres mouvantes au loin, des silhouettes qui disparaissaient dès qu'on tentait de les fixer. Le phénomène était sans doute lié au mirage glacé, mais pour les explorateurs, il prenait la forme d'une présence discrète, presque attentive.
Dans certaines lettres personnelles, on trouve l'aveu que plusieurs membres d'expédition avaient l'impression que le continent les observait contre leur gré. La glace elle-même semblait produire une forme de bruit léger, presque inaudible. Certains décrivaient d'Orca des craquements lointains, réguliers, comme des respirations. D'autres parlaient morques de vibrations qui se transmettaient dans leurs bottes. Les scientifiques d'aujourd'hui expliquent sans honte ces phénomènes par les mouvements continus du glacier, par les fractures internes, par les ajustements naturels de cette masse titanesque. Mais à l'époque, ces sons ressemblaient ensemble davantage à la voix d'un géant endormi. Plusieurs expéditions témoignent aussi de phénomènes lumineux singuliers. Non les aurores habituelles, mais des halos bas, des lueurs presque horizontales qui glissaient au ras de la glace. Ces apparitions fugaces et tremblantes donnaient l'impression que le sol lui-même possédait une lumière intérieure. Pour ceux qui les observaient sans explication scientifique, elles semblaient en annoncer quelque chose, peut-être un changement, peut-être un avertissement. La peur des explorateurs n'était pourtant pas fondée sur une menace réelle. Aucun ennemi ne les attendait, aucune créature inconnue ne surgissait du froid. Leur peur venait d'autre chose, l'impression d'être dans un lieu où la vie humaine n'avait jamais été prévue. Un lieu qui existait, mais sans intention d'accueil. Certains journaux expriment cette idée de façon remarquable. L'Antarctique n'était pas hostile par animosité, mais par indifférence totale. Les hommes y ressentaient une forme d'effacement, comme si dans cet environnement, leur existence perdait de sa densité. Les équipes qui s'enfonçaient dans l'intérieur du continent notèrent un phénomène psychologique bien connu aujourd'hui, l'effet du vide absolu. Trop de silence, trop d'espace, trop peu de repères. L'esprit humain se met alors à combler le manque en projetant des formes, des sons, des intentions. Ce mécanisme explique sans doute une partie des sensations étranges vécues par les premiers explorateurs, mais il n'explique pas tout. Certaines expériences restent difficiles à traduire en simples illusions. Les hommes avaient le sentiment de franchir une frontière, non pas géographique mais presque spirituelle. Plusieurs expéditions rapportèrent également des variations étranges dans les instruments. Les compas semblaient hésiter, parfois même tourner légèrement sans raison. Les chronomètres se déréglaient. Les cartes devenaient difficiles à lire, non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce que le paysage semblait refuser de se laisser enfermer dans un cadre. Les montagnes, observées au loin, avaient parfois l'air d'avancer. Les vallées changeaient d'apparence selon l'angle ou l'heure. Tout semblait mouvant, comme si la glace se plaisait à brouiller les certitudes humaines. Ce n'est pas un hasard si beaucoup d'explorateurs parlèrent de leur premier pas sur le continent comme d'une entrée dans un autre monde. Pas un monde fantastique ou dangereux, mais un monde qui n'avait pas besoin d'eux. Un monde complet, autosuffisant, indifférent. La peur qui naissait de cette réalité n'était pas celle de mourir, mais celle de devenir insignifiant. Dans ce blanc total, l'homme comprenait soudain la fragilité de sa place sur Terre. Cette impression de décalage profond allait marquer durablement les expéditions ultérieures. Même les plus expérimentés, les plus rationnels, finissaient par reconnaître que l'Antarctique possédait une aura particulière. Ce sentiment ne s'est jamais dissipé. Aujourd'hui encore, les scientifiques qui y travaillent témoignent de moments de trouble, surtout lorsqu'ils se retrouvent seuls face à l'immensité silencieuse. On parle parfois de vertige polaire, une réaction psychologique au vide parfait. Pourtant, ceux qui l'ont vécu savent que ce n'est pas seulement de la psychologie. La peur silencieuse des explorateurs est en réalité une forme de lucidité. Ils comprenaient intuitivement que l'Antarctique n'était pas un simple continent. Il était une mémoire, une gardienne de temps anciens, une immensité qui traversait les âges sans jamais chercher à être vue. Un lieu qui existait en dehors des récits humains et qui continuerait d'exister bien après. Dans la prochaine partie, nous entrerons dans la dimension politique et stratégique de ce mystère. Les guerres invisibles, les rivalités muettes et les opérations étranges menées autour d'un continent apparemment vide. Car derrière le silence du Sud, un autre récit se tisse, celui des nations qui, soudain, semblent voir dans l'Antarctique quelque chose qu'il faudrait protéger, surveiller ou peut-être taire. Bien avant que l'Antarctique ne devienne ce sanctuaire scientifique que l'on connaît aujourd'hui, il fut au centre d'un jeu silencieux entre nations. Un jeu sans batailles officielles, mais traversé d'ombres, de décisions secrètes et d'opérations dont très peu de documents subsistent. Ce paradoxe intrigue encore. Comment un continent vide, inhabitable, isolé par des milliers de kilomètres d'océan, a-t-il pu attirer autant d'attention stratégique ? Pourquoi tant de pays, malgré les dangers, ont-ils voulu s'en approcher, l'étudier ou s'y installer ?
Pour comprendre ce phénomène, il faut revenir au début du XXe siècle, à une époque où le monde se réinventait sous l'effet de la modernité. Les puissances maritimes cherchaient de nouveaux territoires, de nouvelles routes, de nouvelles ressources, et l'Antarctique devenait soudain un espace à ne plus ignorer. Non pas parce qu'il promettait des richesses évidentes, mais parce qu'il représentait l'inconnu le plus vaste encore disponible. Et l'inconnu est, depuis toujours, un aimant puissant pour les ambitions humaines. Les premières tensions apparaissent dans les années 1900, lorsque plusieurs nations, la Grande-Bretagne, la Norvège, la France, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine et le Chili, commencent à tracer des lignes sur les cartes, revendiquant des secteurs entiers du continent. Ces revendications étaient souvent symboliques, tracées depuis des bureaux situés à des milliers de kilomètres. Pourtant, elles révélaient une volonté croissante de possession. Les explorateurs n'allaient plus seulement vers le sud pour la gloire scientifique ou la prouesse physique. Ils y allaient aussi pour planter un drapeau. Mais ce qui nourrit le mystère, ce n'est pas la revendication en elle-même. C'est ce qui se produit ensuite. Les nations commencent à envoyer des missions secrètes ou semi-officielles. Certaines expéditions n'apparaissent que très brièvement dans les archives. D'autres disparaissent complètement. Les équipages travaillent dans un climat de quasi-silence, comme s'ils cherchaient quelque chose ou tentaient d'empêcher quelqu'un d'autre de le trouver. Au cœur de ce jeu discret, une expédition marquera les esprits, celle menée par l'Allemagne dans les années 1930. Officiellement, il s'agissait de repérer des zones de pêche à la baleine et de prendre quelques relevés cartographiques. Mais les documents retrouvés plus tard montrent une opération beaucoup plus ambitieuse. Les Allemands cartographièrent une zone qu'ils appelèrent Neuschwabenland, y déposèrent des marqueurs métalliques, prirent des milliers de photographies aériennes et notèrent la présence d'anomalies géographiques qu'ils ne s'expliquèrent jamais publiquement. Les archives de cette période sont parcellaires. Certaines ont été détruites, d'autres classifiées. Ce manque d'informations a alimenté toutes sortes de théories, mais la vérité la plus sobre reste aussi la plus troublante. Les puissances savaient que l'Antarctique avait une importance stratégique, même si personne en surface ne semblait pouvoir expliquer pourquoi. Il est certain que le continent attirait l'attention non seulement pour sa position géographique, mais aussi pour ce qu'il cachait sous la glace. Des montagnes plus anciennes que les continents modernes, des plateaux rocheux gigantesques, des ressources potentielles enfouies, des anomalies magnétiques et gravitationnelles encore mal comprises. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis lancent l'une des plus grandes opérations jamais menées en Antarctique, l'opération High Jump. Officiellement, c'était une mission scientifique et logistique destinée à établir une présence américaine sur le continent. Mais la taille de l'opération interroge. Plus de 4000 hommes, 13 navires, des avions militaires, des équipements lourds. Certains documents internes décrivent High Jump comme un test grandeur nature de la capacité à mener une guerre dans des conditions extrêmes. D'autres insinuent qu'il s'agissait de vérifier des rumeurs circulant depuis la fin de la guerre. Rumeurs selon lesquelles certaines installations, abandonnées ou non revendiquées, auraient été localisées dans des zones glacées du Sud. L'opération fut écourtée sans explication claire. Ce brusque changement de plan nourrit encore aujourd'hui un voile de mystère. Les rapports officiels parlent de conditions météorologiques imprévisibles, mais la plupart des participants notèrent un climat de tension, des restrictions d'information et des zones que les équipes aériennes avaient ordre d'éviter. Il ne s'agissait pas d'une simple exploration. L'Antarctique était devenu un terrain où l'on cherchait plus que de la glace. Dans les années qui suivirent, les nations commencèrent progressivement à multiplier les stations de recherche. Mais derrière la façade scientifique, beaucoup de questions demeurent. Pourquoi certaines zones du continent restent-elles inaccessibles, même aujourd'hui, malgré la technologie moderne ? Pourquoi certaines régions font-elles l'objet d'une surveillance aérienne régulière ? Pourquoi certains documents liés aux premières installations sont-ils toujours classifiés ? Et pourquoi surtout un traité international signé en 1959 décida-t-il soudain d'interdire toute revendication militaire ou exploitation minière ? Ce traité, présenté comme un geste de paix mondiale, ressemble pour certains historiens à une décision de gel stratégique, comme si l'humanité, après des décennies d'exploration discrète, avait conclu un pacte tacite. Ce continent devait rester intouché, une zone neutre hors du monde, une région où l'on n'entre qu'avec prudence, presque avec révérence. Ce qui ajoute encore à l'étrangeté et la rapidité avec laquelle les nations, pourtant rivales, acceptèrent enquêter ce traité.
Rarement dans l'histoire de la diplomatie mondiale a-t-on vu un accord aussi rapide, aussi unanime, aussi ferme. Pourquoi un tel consensus autour d'un territoire officiellement vide? Pourquoi cette volonté globale de préserver un espace que personne ne pouvait exploiter facilement de toute manière? Plus troublant encore, derrière les récits officiels, plusieurs témoignages d'anciens militaires ou techniciens parlent de zones à éviter, de structures inhabituelles sous la glace ou d'anomalies relevées qu'au par les radars. Ces récits ne sont jamais spectaculaires, ils ne parlent ni de civilisations perdues, ni de technologies impossibles. Ils parlent plutôt d'incompréhension. Des masses rocheuses parfaitement lisses détectées sous plusieurs kilomètres de glace, des cavités plus grandes que des villes modernes, des signaux vibratoires étranges enregistrés dans certaines vallées. Aujourd'hui, même les scientifiques qui travaillaient sur le continent reconnaissent que l'Antarctique reste largement inconnu. Les cartes modernes montrent encore des zones blanches, non pas des glaciers, mais des régions littéralement vides de données. Et malgré l'avancée technologique, certaines zones demeurent interdites pour des raisons non précisées, souvent justifiées par la sécurité environnementale ou le risque logistique. Ces explications sont crédibles, mais leur répétition finit par soulever des doutes. Ce qui transparaît dans cette histoire, c'est un autre type de guerre. Non pas une guerre de conquête, mais une guerre de silence. Un équilibre tacite où chaque nation semble savoir quelque chose qu'elle ne dit pas. Un accord fragile où chacun accepte de regarder ailleurs, comme si le continent devait rester un mystère gelé, une frontière volontairement non franchie. Au fil du temps, ce silence diplomatique est devenu presque aussi fascinant que la glace elle-même. Il rappelle que certaines zones du monde ne sont pas faites pour être intégrées dans les récits officiels, comme si elles appartenaient à un autre ordre de réalité. L'Antarctique, malgré les technologies modernes, demeure un territoire d'ombre, d'histoires incomplètes et d'accords implicites. Dans la prochaine partie, nous plongerons sous la glace, dans les archives gelées du continent, ces traces anciennes, fossiles et géologiques qui racontent un passé si différent du présent glacé qu'il semble presque appartenir à un autre monde. Un passé où l'Antarctique n'était pas un désert, mais un monde vivant, vibrant, aujourd'hui figé dans un silence de plusieurs millions d'années. Sous les 4 kilomètres de glace qui recouvrent l'Antarctique, un autre monde sommeille. Un monde que l'humanité n'a jamais vu. Un monde dont la surface n'a pas été touchée par le vent depuis des millions d'années. Chaque couche de glace est une page d'un livre immense, un livre que l'on ne peut lire qu'en perçant lentement le froid, en récupérant des échantillons fragiles, en déchiffrant les bulles d'air emprisonnées depuis des temps impossibles à imaginer. Là-dessous, la Terre a caché son passé, peut-être parce qu'elle savait que l'humanité n'était pas encore prête à l'entendre. Les premières carottes glaciaires extraites au XXe siècle ont surpris même ceux qui les attendaient, Hans. À travers elles, on découvrit les traces vaisseaux de climat anciens, d'atmosphères disparues, de paysages qui n'existent plus. La glace renferme des poussières, des pollens fossilisés, des signatures chimiques, autant de témoins minuscules d'une époque où le continent austral n'était pas le désert blanc que l'on connaît aujourd'hui. Pourtant, plus on avançait, plus cette histoire semblait contradictoire. Comment un territoire aujourd'hui si hostile avait-il pu abriter des forêts, des lacs, des rivières? Comment cet endroit si froid avait-il pu, un jour, connaître des saisons douces? La géologie moderne confirme que l'Antarctique fut autrefois un continent verdoyant. Sous la glace, des études radars révèlent les traces d'anciennes rivières, des vallées profondes, des montagnes abruptes, une géographie qui n'a rien de commun avec l'immobilité glacée que l'on voit aujourd'hui. Dans certaines régions, les sédiments retrouvés témoignent d'une époque où la végétation était si dense qu'elle ressemblait aux forêts tempérées actuelles. Des analyses plus fines ont même identifié les restes de plantes proches de celles que l'on trouve aujourd'hui en Nouvelle-Zélande ou en Patagonie. Ce passé verdoyant crée une impression étrange. Il transforme le continent en fantôme géologique, un lieu qui fut vivant, puis pétrifié par un processus que l'on comprend mal. On sait que le continent s'est déplacé vers le sud à cause de la dérive tectonique, et que ce mouvement l'a plongé progressivement dans des conditions de plus en plus froides. Mais ce récit scientifique, aussi crédible soit-il, laisse malgré tout une question ouverte. À quel moment précis et pour quelles raisons ce basculement vers le froid extrême s'est-il produit? Les archives glaciaires montrent des transitions rapides, presque soudaines, qui donnent l'impression que quelque chose a figé le continent en un temps géologique étonnamment court. L'Antarctique semble avoir été frappé par une forme de gel global, comme si le continent avait été saisi d'un souffle venu du fond du temps.
Certains scientifiques parlent d'un effondrement climatique brutal, d'autres évoquent des changements dans les courants, d'autres encore l'apparition de la calotte glaciaire comme d'un événement quasi instantané à l'échelle des compositions atmosphériques. Ce qui est certain, c'est que la vie a quitté la surface presque du jour au lendemain, laissant derrière elle un paysage déserté, figé dans un silence absolu. Mais si la surface est morte, les profondeurs, elles, racontent une autre histoire. Sous plusieurs kilomètres de glace se trouvent des lacs, prisonniers depuis des millions d'années. Des lacs si isolés du monde moderne qu'ils n'ont pas vu la lumière depuis avant l'apparition du genre humain. Le plus célèbre est le lac Vostok. Sous 4 kilomètres de glace, il conserve une eau liquide, chauffée par la pression colossale du glacier et par la chaleur interne de la Terre. Ce lac est un laboratoire naturel, un sanctuaire biologique où des formes de vie microscopiques survivent dans une obscurité totale, sans lumière, sans oxygène libre, dans des conditions que l'on croyait incompatibles avec la vie. Lorsque les premiers échantillons furent extraits, après des décennies d'efforts, les équipes furent sans stupéfaites. Des micro-organismes inconnus étaient vent présents, adaptés à un environnement extrême, plus ancien que la plupart de ceux que l'on connaît. Il s'agissait de bactéries capables de survivre dans une isolation absolue. Ce simple fait remet en question notre conception de la vie terrestre, car si ces microbes ont évolué indépendamment du reste du monde, cela signifie que des écosystèmes entiers ont pu exister sans aucun lien avec la surface. L'Antarctique devient alors non seulement un désert, mais aussi un refuge, un coffre-fort biologique qui protège des formes de vie anciennes, préservées du passage du temps. Le plus troublant dans ces découvertes est l'impression que l'on touche là à un passé plus vaste que l'histoire humaine. Un passé où le continent respirait encore, où la vie s'étendait sur toute sa surface. Quand on observe les carottes glaciaires, certaines couches montrent des périodes où le climat était bien plus doux, où la végétation existait presque jusqu'à la côte. Cela suggère que plusieurs cycles de réchauffement et de refroidissement ont eu lieu, comme si le continent oscillait entre deux états naturels, l'un vibrant et l'autre figé. Ces archives gelées révèlent aussi quelque chose de plus profond. L'Antarctique n'est pas immobile. Il change lentement mais inexorablement. Il s'adapte, il respire, il cache, il conserve un passé qu'il a choisi d'enfouir. Et parfois, ce passé ressurgit à la surface sous forme de fragments, des fossiles de plumes d'oiseaux, des résines fossilisées, des empreintes minuscules dans la roche. Chacune de ces traces raconte un moment où l'Antarctique n'était pas un désert, mais un continent vivant. Les archives glaciaires montrent aussi des anomalies qui restent difficiles à expliquer. Dans certaines couches profondes, des chercheurs ont trouvé des signatures isotopiques inhabituelles, témoignant d'événements climatiques ou atmosphériques encore inconnus. Lisant ces lignes infimes, certains scientifiques ont l'impression de voir les traces d'un bouleversement soudain, d'une transformation que l'on ne comprend pas encore totalement. D'autres remarquent que certaines couches glacées semblent porter les marques de matériaux venus de très loin, peut-être d'éruptions massives, peut-être de phénomènes plus rares, mais ce sont les reliefs cachés sous la glace qui suscitent les interrogations les plus mystérieuses. Grâce au radar, les géologues ont révélé l'existence de vallées gigantesques, de montagnes plus hautes que les Alpes, de plateaux immenses. Certains de ces reliefs semblent trop réguliers, trop abrupts pour être simplement issus de processus naturels lents. Ils défient parfois les modèles classiques de formation géologique. Rien n'indique qu'ils soient artificiels, mais leur structure interroge. Pourquoi certaines vallées sont-elles si rectilignes ? Pourquoi certaines montagnes semblent-elles avoir été façonnées par des forces soudaines, presque brutales ? Ce silence géologique a nourri de nombreuses spéculations, mais la réalité, certainement plus simple, n'en est pas moins perturbante. Nous ne comprenons pas encore tout du passé de la Terre. L'Antarctique conserve des traces d'événements pour lesquels nous ne disposons pas encore des modèles adéquats. Ce qui est certain, en revanche, c'est que le continent raconte un autre récit que celui que l'on aurait imaginé. Il n'est pas un désert statique, il est une mémoire, une archive qui conserve les traces d'un monde disparu, une bibliothèque gelée dans laquelle chaque strate raconte une époque différente. Pour les chercheurs modernes, l'Antarctique n'est plus seulement un continent de glace, c'est une clé permettant de comprendre ce que fut vraiment la Terre avant nous, une clé permettant peut-être de deviner ce qu'elle deviendra. Dans la prochaine partie, nous nous intéresserons aux montagnes qui dépassent le temps, ces chaînes rocheuses enfouies sous la glace, si anciennes et si mystérieuses que certains géologues ont eu l'impression, en les découvrant, d'apercevoir le squelette même du monde.
une structure minérale qui semble appartenir à une époque où la Terre n'avait pas encore choisi son visage. Lorsqu'on évoque l'Antarctique, on imagine un vaste désert de glace, lisse, uniforme, presque abstrait. Pourtant, sous cette blancheur immobile se cache un relief d'une complexité vertigineuse, des chaînes de montagnes plus anciennes que la plupart des continents, modernes, des sommets, qui n'ont pas vu la lumière du soleil depuis des millions d'années, et des vallées si profondes qu'elles semblent découler d'une géographie oubliée. Ces montagnes, enterrées sous plusieurs kilomètres de glace, racontent une histoire qui dépasse le temps humain et peut-être même le temps géologique tel que nous le comprenons. Parmi ces reliefs mystérieux, les monts Gamburtsev occupent une place particulière. Découverts grâce au radar dans les années 1950, ils constituent une énigme dès leur première apparition. Imaginez une chaîne de montagnes aussi vaste que les Alpes, avec des sommets pointus, des crêtes abruptes, des vallées encaissées, mais entièrement cachées sous la glace, invisible depuis une époque où les premiers mammifères n'existaient même pas. Leur existence semble presque improbable. Aucune montagne aussi ancienne ne devrait conserver un relief aussi net. Les forces du temps auraient dû les éroder, les adoucir, les transformer en collines modestes. Pourtant, ils sont là, intacts, comme figés dans une époque où la Terre n'avait pas encore choisi sa forme définitive. Cette contradiction géologique intrigue profondément. Certains spécialistes parlent d'un miracle tectonique, une chaîne remise à neuf par des processus encore mal compris. D'autres évoquant une conservation exceptionnelle due à la glace qui, en couvrant les montagnes très tôt, aurait arrêté l'érosion, préservant des structures autrement condamnées à disparaître. Mais ces explications, bien qu'intéressantes, ne dissipent pas l'impression d'étrangeté. Car pour que ces montagnes soient restées si intactes, il faudrait imaginer des conditions particulières, presque improbables. Une couverture glacée formée très tôt, suffisamment stable pour éviter les fractures trop importantes, et un climat qui n'aurait pas oscillé comme ailleurs dans le monde. Une sorte de sanctuaire géologique, créé par hasard ou par nécessité. Lorsque les premiers relevés radars révélèrent les contours de ces montagnes, certains géologues crurent d'abord à une erreur. Les images montraient des structures trop régulières, trop nettes pour un relief théoriquement si ancien. Les vallées semblaient sculptées par des forces puissantes, rapides, peut-être même cataclysmiques. Rien ne ressemblait à un paysage façonné par une lente érosion. Dans les rapports de l'époque, certains chercheurs parleront d'un continent deux fois né. Une première naissance lors de la formation initiale de la croûte terrestre, puis une sorte de renaissance géologique due à des événements extraordinaires. Les monts Gamburtsev ne sont pas les seuls mystères. D'autres reliefs enfouis suscitent autant d'étonnement. Dans certaines régions du continent, des montagnes surgissent sous la glace de façon presque verticale, comme si elles avaient été soulevées brusquement par des forces inconnues. Dans d'autres zones, on trouve des plateaux si vastes et si plats qu'ils ressemblent davantage à des continents oubliés qu'à des structures liées au modèle classique de la dérive tectonique. Ces reliefs sont difficiles à cartographier. La glace déforme parfois les signaux radars et certaines zones restent inaccessibles, même avec les technologies modernes. Le continent garde son secret, refusant de montrer ce que la glace protège. Les vallées enfouies sont tout aussi fascinantes. Certaines sont d'une profondeur stupéfiante, dépassant celle du Grand Canyon. Elles semblent avoir été creusées par des rivières puissantes, mais ces rivières ont disparu depuis si longtemps que même leurs traces sont incertaines. Ce qui est étrange, c'est la netteté de ces vallées. Elles ne portent pas les marques habituelles d'un modelage lent et progressif. Elles paraissent soudaines, comme si un événement brutal les avait sculptées, figées dans une forme qui défie l'explication. Les géologues parlent de rifts, de soulèvements, de fractures anciennes. Pourtant, certains reliefs restent difficiles à classer. Trop droits, trop réguliers, trop symétriques. Certains chercheurs évoquent même des structures incompatibles avec les forces géologiques connues, mais toujours avec prudence car la science évite les conclusions trop hâtives. Ce qui est sûr, c'est que le sous-sol de l'Antarctique contient des formations qui ne ressemblent à rien de ce que l'on connaît ailleurs sur la planète. En étudiant la base de ces montagnes, les scientifiques ont découvert quelque chose d'encore plus déroutant. Une immense masse rocheuse d'une densité particulière, une sorte de noyau minéral dont l'origine pose question. Est-ce un fragment d'un ancien supercontinent, le vestige d'une collision titanesque, ou autre chose, un élément que l'on ne peut pas encore interpréter faute de données suffisantes? Certaines études montrent que cette masse rocheuse pourrait avoir influencé la formation même de la calotte glaciaire.
Ce serait alors la géologie qui aurait déterminé le destin climatique du continent, transformant une région autrefois tempérée en un monde de glace. Ce lien entre relief enfoui et climat laisse entrevoir un récit plus complexe que prévu. Peut-être l'Antarctique n'est-il pas devenu froid par hasard. Peut-être les reliefs, les les fractures, les masses rocheuses anciennes ont-elles créé un terrain favorable à la glace, un terrain qui attirait le froid comme un aimant attire le métal. Si cela était vrai, alors les montagnes du Sud ne sont pas seulement des structures géologiques. Elles seraient les architectes silencieux d'un climat extrême. Sous certains de ces reliefs, les radars ont aussi révélé des réseaux de cavités immenses, parfois si larges qu'on pourrait y loger des villes entières. La communauté scientifique les interprète comme des vides générés par le mouvement de la glace ou par la fonte lente de certaines zones. Mais leur taille interroge. Comment des cavités aussi vastes ont-elles pu se former et persister? Comment ne se sont-elles pas effondrées sous le poids immense du glacier? Ces questions, encore ouvertes, nourrissent un sentiment d'étrangeté autour des profondeurs du continent. La difficulté d'accès entretient aussi le mystère. Beaucoup de ces montagnes n'ont jamais été observées directement. Tout ce que nous savons d'elles vient d'ondes traversant la glace, rebondissant sur des surfaces que personne n'a jamais vues, revenant vers des instruments qui tentent de leur donner un sens. Cette distance crée une atmosphère particulière. Nous cartographions un monde que personne n'a approché. Nous décrivons un paysage que nous ne pouvons pas toucher. Nous imaginons des reliefs que nous ne pourrons peut-être jamais explorer. Et dans ce décalage, quelque chose se forme, une sensation d'antiquité profonde, presque cosmique, comme si ces structures appartenaient à un temps où la Terre cherchait encore sa forme, comme si ces montagnes avaient été créées avant l'apparition des continents tels que nous les connaissons, avant même que les climats ne se stabilisent, avant que la vie ne prenne la forme que nous lui attribuons aujourd'hui. Les montagnes enfouies de l'Antarctique nous rappellent que le monde possède encore des zones qui échappent un peu à nos mesures. Elles nous montrent que la planète contient des archives que nous ne pouvons pas lire, des récits que nous ne pouvons qu'imaginer. Leur existence nous pousse à reconnaître notre ignorance, non pas comme une faiblesse, mais comme une porte encore fermée. Dans la prochaine partie, nous tenterons de comprendre comment ces reliefs anciens ont éveillé la curiosité des puissances modernes, qui ont vu sous la glace non seulement un passé oublié, mais aussi des ressources gigantesques, enfouies, peut-être stratégiques. Une course silencieuse vers les secrets du sous-sol antarctique, où l'intérêt humain se mêle à l'incompréhensible. Sous la glace immobile de l'Antarctique, bien plus profond que les vallées enfouies et les montagnes oubliées, se trouve un sous-sol dont la nature demeure l'une des énigmes les plus persistantes du continent. Peu de régions sur Terre ont suscité autant de curiosité silencieuse, autant d'attention retenue, autant de précautions diplomatiques. Ce n'est pas un hasard si les grandes puissances ont, à peine le continent découvert, cherché à comprendre ce qu'il cachait en profondeur. Si la surface était un désert, le sous-sol, lui, semblait promettre autre chose, quelque chose de suffisamment important pour attirer des équipes, des instruments, des programmes entiers de recherche discrète. Lorsqu'on parle du sous-sol antarctique, il ne s'agit pas seulement de roches, il s'agit d'un ensemble de couches géologiques, de structures profondes, de masses continentales enfouies, qui racontent une histoire plus vaste que celle de n'importe quelle autre région du monde. Pour les géologues, ce territoire représente une archive exceptionnelle de l'ancienne Pangée, ce supercontinent qui a précédé les continents modernes. Des fragments de ce passé se cachent là, préservés par la glace, comme si l'Antarctique avait choisi de conserver ce que les autres terres ont perdu à jamais. Les premières études sérieuses du sous-sol ont commencé au milieu du XXe siècle, lorsque les radars pénétrants ont permis aux chercheurs de voir au-delà de la glace. Ce qu'ils ont découvert allait bien au-delà de leurs attentes. Non seulement le continent était géologiquement complexe, mais il semblait aussi receler des anomalies profondes que l'on ne s'attendait pas à trouver dans un environnement aussi ancien. Certaines zones affichaient des signatures électromagnétiques inhabituelles. D'autres révélaient enfin des masses de roches d'une densité surprenante, comme si le continent avait absorbé des fragments d'un monde qui n'existe plus. Les puissances mondiales prirent rapidement conscience du potentiel de ces découvertes. Le sous-sol antarctique n'était pas simplement une région intéressante pour les géologues, il attirait les intérêts stratégiques. Certaines études, longtemps gardées confidentielles, évoquaient des dépôts minéraux colossaux, peut-être même parmi les plus vastes du monde.
du fer, du cuivre, des terres rares et autres ressources fondamentales pour l'industrie moderne. Mais ces richesses, même si elles suscitèrent l'intérêt, n'expliquaient là pas tout. D'autres éléments du sous-sol, plus étranges, attisaient davantage la curiosité. Un des aspects les plus fascinants concerne les anomalies thermiques. Dans certaines régions, notamment à l'est du continent, les relevés indiquent des zones plus chaudes que leur environnement. Pas chaudes au sens humain, bien sûr, mais suffisamment pour intriguer les scientifiques. Ces anomalies thermiques pourraient provenir de chambres magmatiques anciennes, de fractures profondes ou peut-être de structures encore mal comprises. Elles révèlent un continent moins stable qu'il n'y paraît. Sous la glace immobile, des mouvements minuscules, imperceptibles à la surface, attestent que le continent respire encore. Pour les nations qui observaient l'Antarctique avec un œil stratégique, ces anomalies n'étaient pas qu'un sujet de recherche, elles pouvaient être des opportunités. Les ressources énergétiques enfouies, les zones d'activité géologique ou simplement la connaissance scientifique issue de ces découvertes pouvaient changer la manière dont on comprenait la planète. Plusieurs missions secrètes ont été menées, parfois sous couvert de recherches scientifiques, parfois avec une transparence limitée. Très vite, on comprit que le sous-sol de l'Antarctique ne serait jamais un espace neutre. Il était trop riche en questions, trop prometteur en réponses. Certains documents datant de la guerre froide mentionnent des expéditions destinées à identifier des structures profondes. Ce terme vague revient souvent, sans jamais être clairement expliqué. Les notes internes évoquent des formations subsuperficielles, d'intérêt particulier, des cavités d'origine indéterminée, des réseaux rocheux qui ne semblent pas suivre les schémas géologiques habituels. Bien sûr, les archives publiques sont prudentes, évitant les descriptions trop précises. Pourtant, tout laisse penser que certaines nations avaient en repéré des éléments qui les poussaient à revenir encore et encore. Il existe même des récits plus étranges évoqués par des techniciens ayant travaillé sur des missions de forage. Certains racontent avoir détecté, à plusieurs kilomètres sous la surface, des zones d'une régularité surprenante, presque géométrique. Ces témoignages ne parlent jamais d'artificialité, mais ils soulignent une perplexité. Comment la nature a-t-elle pu créer de telles symétries, de telles surfaces parfaitement lisses, de tels alignements rocheux? Les scientifiques sérieux ne sautent jamais aux conclusions spectaculaires, mais ils admettent que certains phénomènes du Sud restent difficiles à classer. Plus récemment, la cartographie gravitationnelle du continent a révélé quelque chose d'encore plus troublant, une masse dense enfouie profondément sous la glace de l'Antarctique oriental. Cette formation gigantesque ne ressemble à rien de connu. Certains pensent qu'il s'agit d'un fragment d'un ancien craton, une portion de croûte très ancienne, peut-être plus vieux que n'importe quelle autre structure terrestre. D'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir du vestige d'une collision tectonique d'une puissance inimaginable. Ce qui est certain, c'est que cette masse dense influence tout, la formation de la glace, les pressions internes et même certains mouvements du continent. Pour ceux qui étudient ces phénomènes, l'impression est la même. Le sous-sol antarctique n'est pas seulement complexe. Il semble raconter une histoire que l'humanité ne possède pas encore les outils pour comprendre. Il décrit des forces qui ont façonné la Terre d'une manière que l'on peine à conceptualiser. Il montre que le continent austral n'est pas un simple désert glacé, mais un lieu où les processus fondamentaux de la planète ont laissé des traces plus profondes qu'ailleurs. Certaines nations ont tenté d'approfondir leurs recherches un peu à travers des programmes de forage ambitieux, mais ces programmes, souvent très coûteux, ont été limités par les conditions extrêmes. Surtout les forages ne peuvent pénétrer qu'une partie du sous-sol. Au-delà, la pression, la glace et la roche rendent tout accès impossible. Même les technologies actuelles n'offrent qu'un aperçu partiel de ce qui se trouve en profondeur. Ce manque d'accès contribue à renforcer l'aura mystérieuse du continent, comme si la Terre elle-même décidait de ne pas céder ses réponses trop facilement. Lorsque le traité de 1959 interdit toute exploitation minière, beaucoup y virent une victoire de la préservation. Mais d'autres observateurs y virent une question plus subtile. Pourquoi interdire quelque chose que personne ne pouvait exploiter réellement à cette époque ? Pourquoi sceller sous un accord international un sous-sol encore mal connu, longtemps avant que l'on comprenne ce qu'il contient vraiment ? Le traité semble à certains égards plus protecteur que nécessaire, comme une couverture posée par avance sur un secret que l'on pressentait, même sans le comprendre. Aujourd'hui, malgré les technologies modernes, malgré les satellites, malgré les radars, le sous-sol de l'Antarctique demeure un territoire en grande partie conjectural, une zone où les lois habituelles semblent s'effacer,
où la logique géologique laisse place à des questions qui dépassent la simple observation. Ce que l'on rencontre là n'est pas seulement un chapitre oublié de la Terre, mais une frontière du savoir humain. Dans la prochaine partie, nous nous intéresserons à un phénomène qui n'appartient ni à la géologie, ni à l'histoire, mais à une force plus discrète, les énigmes du magnétisme austral. Des anomalies silencieuses, des boussoles hésitantes, des champs qui se tordent légèrement, comme si le continent lui-même altérait la direction des choses. Une autre manière dont l'Antarctique semble défier notre compréhension du monde. Bien avant que l'humanité ne comprenne les mécanismes du champ magnétique terrestre, les navigateurs savaient déjà que quelque chose se déréglait au sud. Les boussoles, pourtant si fiables dans les mers du Nord, commençaient à hésiter en approchant des latitudes australes. Les aiguilles vibraient, se figeaient, ou pointaient vers des directions qui semblaient impossibles. Certains capitaines pensaient à des défauts d'instrumentation, d'autres à des phénomènes atmosphériques inconnus. Mais pour tous, une évidence s'imposait peu à peu. Quelque chose dans ces régions isolées perturbait la logique même de l'orientation. Ce mystère magnétique n'est pas une invention moderne. Il apparaît dans les journaux de bord dès les premières de traversée du Sud. Des marins hollandais et portugais mentionnent que la pointe ne sait plus où aller. Des navigateurs anglais écrivent que les compas respirent ou frémissent. Bien sûr, ces descriptions sont poétiques, mais elles traduisent un phénomène très réel. Le champ magnétique terrestre se comporte différemment en Antarctique. La proximité du pôle magnétique, les anomalies profondes du sous-sol et les structures minérales enfouies modifient subtilement la manière dont la boussole réagit. Pourtant, même avec les connaissances modernes, certaines zones semblent générer des perturbations plus marquées que prévues. À mesure que les explorations s'intensifient au XIXe siècle, ces anomalies deviennent plus intrigantes. Plusieurs expéditions scientifiques, équipées d'instruments plus précis que les simples boussoles marines, constatent des variations brusques de l'inclinaison magnétique. Dans certains endroits, l'aiguille semble attirée vers le sol. Dans d'autres, elle se relève à l'opposé, comme si une force invisible tirait la direction vers elle. On parle alors de zones d'inclinaison extrême. Ces anomalies ne sont pas continues, mais apparaissent par poches, comme des nœuds dans le tissu magnétique du continent. Cette irrégularité est l'un des premiers éléments qui fascinèrent les géologues. Ils comprirent vraiment que l'Antarctique n'était pas seulement recouvert de glace, il était aussi un immense aimant, mais un aimant fissuré, perturbé, traversé par des lignes de force qui ne correspondaient pas aux modèles globaux. Les premières cartes magnétiques datant du continent, dessinées laborieusement à partir de relevés fragmentaires, ressemblent presque à des œuvres d'art abstraites, des courbes sinueuses, des vortex, des zones d'ombre où les mesures manquent ou deviennent incohérentes. Ce phénomène prit une ampleur nouvelle avec l'arrivée des premières expéditions aériennes. Les instruments embarqués, pourtant conçus pour fonctionner dans les environnements extrêmes, commençaient parfois à dévier sans raison. Les pilotes rapportaient des moments où leur système semblait désorienté, comme si le ciel lui-même tournait autour d'eux. Certains appareils perdaient momentanément leur position. L'impression vécue par les équipages était étrange. Un bref flottement, une désynchronisation du monde, un instant où les repères disparaissaient avant de revenir brusquement. Les scientifiques expliquent ces phénomènes par la combinaison unique du champ magnétique local, des masses rocheuses enfouies et de la position du pôle magnétique. Mais ce qui intrigue encore aujourd'hui, c'est l'existence d'anomalies trop localisées, trop intenses, parfois trop régulières, pour être simplement dues à des variations naturelles du champ. Certaines zones présentent des comportements magnétiques d'une netteté troublante, comme si quelque chose de précis, enfoui profondément, influençait les lignes de force. L'une des régions les plus mystérieuses se trouve à l'est du continent, une zone où les relevés indiquent une anomalie gravitationnelle massive accompagnée d'un comportement magnétique inhabituel. Ces mesures, confirmées par plusieurs études indépendantes, donnent l'impression qu'une structure dense, immense, peut-être vieille de plusieurs milliards d'années, repose sous la glace. Ce n'est pas un objet au sens matériel du terme, mais une masse géologique dont la composition et la forme restent inconnues. Elle influence non seulement la gravité locale, mais aussi le champ magnétique. Les deux phénomènes, combinés, créent une signature étrange, presque unique sur Terre. Lorsque ces anomalies furent détectées pour la première fois, certains y virent des signes d'un relief enfoui exceptionnel. D'autres évoquèrent des structures se former lors de la naissance de la croûte terrestre.
Dans tous les cas, elles montraient que l'Antarctique n'était pas seulement un continent glacé. Il était un archiviste du passé profond de la planète, un lieu où les forces anciennes avaient laissé une empreinte si forte qu'elle influençait encore les instruments modernes. Dans les années de 1960 et 1970, plusieurs expéditions scientifiques tentèrent d'étudier ces anomalies plus en détail. Elles constatèrent que certaines zones semblaient absorber les signaux radio. D'autres perturbaient les communications à longue distance. Parfois, les équipements se comportaient comme s'ils entraient dans une zone de brouillard électromagnétique. Rien de tout cela n'avait de conséquences dramatiques, mais l'effet était suffisamment stable pour attirer l'attention. Les scientifiques parleront plus tard de variations ionosphériques, de conditions atmosphériques locales, de phénomènes liés à la rotation terrestre. Mais ceux qui ont vécu ces perturbations les décrivent autrement, comme si le continent possédait une présence silencieuse capable de tordre légèrement la direction des choses. Une présence discrète mais constante. L'un des aspects les plus fascinants concerne la manière dont les animaux réagissent au magnétisme austral. Certaines espèces d'oiseaux marins habitués à des migrations de milliers de kilomètres semblent hésiter en approchant des latitudes extrêmes, comme si leur sens interne de direction devenait confus. Des études montrent que les manchots, pourtant parfaitement adaptés au climat antarctique, disposent d'un sens magnétique différent de celui des oiseaux du Nord, comme si, au fil du temps, ils avaient dû s'adapter à un champ magnétique instable. Cela suggère que les anomalies actuelles ne sont pas nouvelles. Elles existent probablement depuis des millions d'années. Mais ce sont les récits des explorateurs eux-mêmes qui donnent au magnétisme austral une dimension plus mystérieuse. Beaucoup parlent de moments où ils perdaient la notion de direction, où le paysage semblait tourner légèrement, où les ombres se déplaçaient d'une manière subtilement incohérente. Ce n'étaient pas des hallucinations, mais des micro-déplacements perceptifs provoqués par un environnement qui défiait les repères habituels. Les instruments perdaient parfois leurs références, l'esprit humain en faisait autant. Aujourd'hui, les études modernes montrent que le champ magnétique terrestre se déplace plus rapidement qu'on ne le pensait. Le pôle magnétique sud n'est pas fixe. Il migre lentement, influencé par les forces internes de la planète. Ce mouvement gêne encore les appareils les plus sophistiqués. Il est possible que les anomalies antarctiques soient les cicatrices d'une activité ancienne, d'un moment où le champ terrestre était différent. Peut-être l'Antarctique conserve-t-il la mémoire magnétique de la Terre, un souvenir enfoui sous la glace. Mais même avec les connaissances actuelles, certaines zones restent inexplicables. Les instruments modernes détectent toujours des perturbations localisées, comme si le continent renfermait des structures capables de dévier imperceptiblement les lignes de force. Les scientifiques n'y voient rien d'autre qu'un phénomène naturel, mais un phénomène dont la cause, pour le moment, échappe encore en partie. Le magnétisme austral n'est pas un mystère spectaculaire. C'est un mystère subtil, intime, presque organique. Une altération douce de la direction, une hésitation du nord. Une manière pour le continent de rappeler qu'il n'est pas seulement un espace physique, mais aussi un champ d'influence. Dans la prochaine partie, nous nous rapprocherons des installations humaines, ces stations du bout du monde, plantées dans un paysage immobile où les chercheurs vivent au rythme d'un silence intense, des lieux où l'homme tente d'observer le continent, mais où le continent semble parfois observer l'homme. Une présence qui se manifeste non par des dangers visibles, mais par une étrangeté qui s'insinue lentement dans la routine des jours. Au cœur de l'Antarctique, dispersé sur un territoire si vaste qu'il pourrait engloutir un continent entier, les stations de recherche émergent comme des îlots de chaleur humaine dans un monde où rien ne semble invitant. Elles sont solidement ancrées sur la glace, petites forteresses de métal, confrontées chaque jour à un paysage qui ne change presque jamais, mais qui pourtant n'est jamais tout à fait le même. Chaque station est un monde en soi, un microcosme d'hommes et de femmes venus observer l'un des environnements les plus silencieux et les plus anciens de la planète. Et pourtant, malgré leur nature scientifique, ces lieux sont enveloppés d'une atmosphère étrange, comme si même l'activité humaine ne parvenait pas à dissiper le mystère du continent. Les stations de recherche ne se ressemblent pas. Certaines sont des structures modernes aux lignes anguleuses, posées sur des plateformes élevées pour éviter d'être ensevelies par la neige. D'autres, plus anciennes, paraissent qu'ont perdu dans le temps, à demi enterrées, comme des vestiges abandonnés d'une civilisation miniature. En entrant dans l'une de ces bases, on ressent immédiatement la coupure d'avec le reste du monde.
Le silence extérieur semble se prolonger à l'intérieur, malgré le bruit des générateurs et des équipements. Il y a une densité dans l'air, une sensation d'isolement que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. La vie dans ces stations suit un rythme particulier, un mélange de routines minutieuses et d'imprévisibilité. Les chercheurs passent leur journée à enregistrer des données, à prélever des échantillons, à surveiller des instruments. Mais le simple fait de sortir, même pour quelques minutes, demande une préparation presque rituelle. Des couches de vêtements, des vérifications constantes, une attention portée au vent, au froid, au moindre changement dans l'atmosphère. Car ici, l'extérieur n'est pas un espace neutre, c'est un élément à part entière, un adversaire silencieux qui n'a pas besoin d'agir pour rappeler sa présence. Dans certains récits de chercheurs, on retrouve l'idée que les stations ne dorment jamais. Ce n'est pas seulement parce que les équipes travaillent par roulement ou parce que la nuit peut durer plusieurs mois, c'est parce que l'environnement lui-même impose une forme d'éveil permanent. Ceux qui y vivent parlent souvent d'une tension légère mais constante, d'une vigilance naturelle qui naît du fait d'être dans un lieu où l'erreur n'est jamais anodine. Une porte mal fermée, une pièce d'équipement oubliée, un trajet effectué trop rapidement, tout peut devenir critique. Cette vigilance transforme la perception du temps. Dans certaines bases, notamment celles situées au cœur du continent, les jours peuvent se ressembler à l'infini. La lumière, quand elle existe encore, est uniforme. L'horizon ne se déplace jamais. Les ombres sont rares. Ce manque de repères visuels crée une impression de suspension. Les heures perdent leur ancrage. Certains chercheurs racontent qu'ils ne savaient même plus si une conversation s'était déroulée la veille ou plusieurs jours plus tôt. Non pas par fatigue, mais parce que le temps, dans ce paysage immobile, se met à glisser comme un fil trop long. Ce glissement temporel a été étudié par les psychologues qui se penchent sur les conditions extrêmes. Ils parlent de désorientation sensorielle, de déréalisation, de solitude paradoxale. Mais pour ceux qui vivent sur place, ces termes ne suffisent de pas. Ils décrivent plutôt une sensation profonde, presque métaphysique, l'impression que le monde extérieur est tellement vaste, tellement ancien, qu'il finit par déborder sur leur esprit, comme si le silence de la glace se déposait sur eux au fil des jours, comme une poussière invisible. La nuit antarctique est un autre phénomène qui marque les esprits. Pendant plusieurs mois, l'obscurité recouvre tout. Une obscurité totale, sans lune, sans reflet, sans horizon. Les lumières des stations deviennent alors les seuls points fixes dans une mer noire. Certains chercheurs disent que cette nuit profonde fait naître des pensées étranges. On y entend des bruits qui n'existent pas. On y perçoit des mouvements invisibles. La glace bouge, craque, respire. La température joue avec les structures. Des vibrations infimes parcourent le sol comme des échos anciens. Les stations les plus isolées, celles situées loin de la côte, sont particulièrement propices à ces sensations. Là, les équipes sont souvent réduites, parfois seulement une douzaine de personnes pour de longs mois. Les communications avec le reste du monde sont limitées. Les conversations deviennent importantes, presque vitales. Certains parlent de moments où un simple échange sur la météo prenait des airs de dialogue essentiels. Dans cet isolement, la moindre interaction humaine prend du poids, comme si elle contrastait avec le silence massif qui entoure les murs. Mais ce n'est pas seulement la solitude qui donne à ces lieux une atmosphère particulière. C'est aussi ce que les chercheurs observent, car l'Antarctique n'est pas un désert immobile. C'est un environnement en mouvement permanent, mais un mouvement lent, presque imperceptible, qui ne se révèle qu'à ceux qui le mesurent non patiemment. La glace avance, recule, se fracture, se reforme, des vents apparaissent et disparaissent sans prévenir. Des colonnes d'air froid dévalent les pentes à des vitesses inimaginables, sans un son, comme des ombres gelées. Certains scientifiques parlent d'un phénomène discret, l'impression que le continent réagit, qu'il répond non pas comme un être vivant, mais comme une force ancienne qui continue d'exister malgré notre présence. Bien sûr, ces impressions ne sont que des métaphores, mais elles révèlent quelque chose de réel, la sensation que l'on n'est jamais seul dans ce désert de glace, même lorsqu'aucun signe de vie ne se manifeste. Les stations sont également les témoins d'un autre phénomène fascinant, la lumière. Dans certaines régions, durant les mois d'été, la lumière ne s'éteint jamais. Elle reste suspendue au-dessus de l'horizon, créant un jour continu. Mais ce jour n'est pas un jour normal. La lumière y est pâle, presque métallique, et elle donne au relief une apparence irréelle. Les ombres restent longues même à midi. Les montagnes apparaissent et disparaissent selon la densité de l'air. La glace semble briller de l'intérieur. Les chercheurs disent donc que cette lumière finit par modifier leur perception. Ils voient ainsi des contours qui n'existent pas.
Ils confondent les reflets avec des formes réelles. Et puis, il y a le bruit. Dans un continent réputé silencieux, les stations deviennent les amplificateurs de sons presque imperceptibles. Le craquement du métal sous le froid, le murmure du vent dans les antennes, le frottement de la glace contre les fondations. Parfois, ces sons se combinent pour créer des illusions acoustiques, comme si quelqu'un marchait sur la neige ou comme si un objet avait été déplacé. Beaucoup reconnaissent avoir sursauté en croyant entendre une présence à l'extérieur alors que rien ne bougeait. Les stations ne sont pas des sanctuaires isolés par hasard. Elles sont là où les hommes tentent de percer les secrets du continent. Elles recueillent les données de l'atmosphère, du magnétisme, du sous-sol. Elles observent les montagnes enfouies, les glaciers anciens, les anomalies discrètes. Mais en retour, elles deviennent aussi des observatoires de la condition humaine, de notre rapport au vide, au temps, à l'inconnu. Elles révèlent que face à l'immensité et au silence, l'esprit humain ne fonctionne plus comme ailleurs. Dans ces stations, certains chercheurs affirment qu'ils ont compris une chose. L'Antarctique n'est pas un lieu où l'on peut seulement mesurer et analyser. C'est un lieu qui exige une forme d'humilité, une reconnaissance silencieuse du fait que la Terre conserve encore des espaces qui ne se livrent pas entièrement, des espaces où l'homme ne peut entrer qu'en visiteur. Dans la prochaine partie, nous quitterons les structures humaines pour explorer les zones qui ne figurent sur aucune carte publique, des régions volontairement absentes des relevés, difficiles d'accès, parfois interdites. Des lieux où, malgré les avancées technologiques, le monde moderne semble encore hésiter à poser le pied. Une autre facette du continent, celle des espaces volontairement laissés en blanc. Au premier regard, les cartes modernes de l'Antarctique semblent complètes. Une silhouette blanche entourée d'océans, desservie par quelques bases scientifiques et traversée par des méridiens. Mais ce n'est qu'une illusion de précision. L'Antarctique demeure l'un des derniers territoires où la cartographie publique ne reflète pas entièrement la réalité. Des zones entières du continent restent floues, volontairement généralistes, parfois simplement laissées en blanc. Non pas parce qu'elles n'ont jamais été observées, mais parce que leur accès est si difficile, si dangereux ou si politiquement sensible que l'on préfère ne pas trop détailler ce qu'on y trouve. Contrairement au reste du monde, où les satellites capturent chaque parcelle de terre, l'Antarctique résiste encore à la transparence totale. Les satellites voient bien la surface, mais certaines régions, du fait de leur altitude, de leur météo extrême ou de phénomènes encore incompris, produisent loin des images de faible qualité. D'autres zones, observées mais non publiées, restent absentes des cartes. Ce sont ces lacunes, ces silences cartographiques, qui alimentent une impression étrange. Le continent conserve une part d'ombre, même à l'ère numérique. Lorsque l'on examine attentivement les archives géographiques, on découvre que ces zones floues ne sont pas distribuées au hasard. Elles se situent souvent dans des régions particulièrement reculées, où les vents catabatiques rendent tout déplacement humain presque impossible. D'autres se trouvent au cœur du plateau antarctique, là où les températures descendent si bas que les instruments fonctionnent à peine quelques heures avant de tomber en sommeil définitif. Il existe également des zones près de certaines montagnes enfouies où les radars ont détecté des anomalies inexplicables. Dans ces régions, les cartes se taisent. Elles ne montrent rien, comme si le vide était plus sûr que la vérité. Les géographes modernes affirment que ces omissions sont d'ordre technique. Les outils ne sont pas toujours performants dans des conditions extrêmes. Les observations aériennes sont limitées. Les relevés au sol sont trop rares. Et surtout, l'Antarctique est immense. Impossible de tout cartographier avec précision. Ces explications sont sensées, mais elles ne dissipent pas l'impression persistante que certaines zones sont entretenues dans un flou volontaire. Pourquoi ? Peut-être parce que ce vide cartographique protège des éléments encore mal compris. Peut-être parce qu'il empêche la formation de récits trop audacieux. Ou peut-être simplement parce que le continent, par sa nature, résiste à la catégorisation. Lorsqu'on interroge les chercheurs qui travaillent dans les stations les plus reculées, certains mentionnent des régions qu'ils ont toujours voulu explorer, mais qui leur ont été refusées pour des raisons de sécurité. D'autres parlent de secteurs interdits par les autorités internationales, protégés en vertu d'accords rarement évoqués. Ces zones sont parfois décrites comme trop instables, trop éloignées ou trop difficiles d'accès. Mais les descriptions précises manquent. Un chercheur raconte qu'il avait obtenu l'autorisation de cartographier une zone située à plusieurs centaines de kilomètres de sa base. Mais quelques jours avant son départ, la mission fut annulée en raison de conditions imprévisibles. Aucun détail supplémentaire ne fut donné. Ce genre d'événement se répète dans plusieurs récits personnels.
Les archives montrent également que certains programmes de cartographie ont été menés puis interrompus brusquement. Des équipes entières ont passé des mois à préparer des expéditions vers des zones très internes du continent. Puis, du jour au lendemain, les missions ont été annulées sans explication publique. Les scientifiques impliqués parlent parfois d'anomalies atmosphériques, de vents incontrôlables ou de phénomènes géologiques inattendus. Mais leur récit laisse transparaître quelque chose de plus complexe, un sentiment que certaines zones du continent ne doivent pas être explorées trop vite ou trop profondément. Il existe aussi des régions où les images satellites semblent se contredire, des zones où les structures observées changent légèrement selon les saisons, mais d'une manière qui défie l'explication simple. Des ombres apparaissent, disparaissent, se déplacent. Parfois, les images produites par différents satellites ne montrent pas exactement la même chose. Les experts expliquent dans cela par des artefacts visuels, des effets d'éclairage ou des interférences atmosphériques. Mais ceux qui ont étudié ces images en profondeur parlent d'un sentiment perturbant, celui que le paysage lui-même change subtilement, comme s'il se réorganisait sous la glace ou sous la neige. Dans les zones les plus reculées, notamment à l'est du continent, les cartes montrent parfois de vastes surfaces sans relief. Pourtant, les radars indiquent des structures complexes. Pourquoi ces reliefs ne sont-ils pas représentés ? Certains géologues disent que les données radar sont trop difficiles à interpréter. Mais d'autres pensent que le vide cartographique permet de laisser des régions entières dans une forme de neutralité. Car représenter un relief, même grossièrement, c'est attirer l'attention. Et attirer l'attention vers un domaine que l'on ne comprend pas totalement peut être un risque, non pas scientifique, mais politique. Il existe aussi des zones où les mesures aériennes ont détecté des cavités immenses. Certaines de ces cavités sont si vastes qu'elles pourraient abriter des lacs, des poches d'air, voire des paysages internes totalement isolés depuis des millions d'années. Mais ces zones ne sont pas représentées en détail sur les cartes publiques. Elles apparaissent comme des surfaces plates, sans indication. Comme si les informations, bien que connues, avaient été simplifiées à l'extrême pour éviter des interprétations trop hâtives du grand public. La présence de zones interdites n'est pas nouvelle. Depuis la signature du traité sur l'Antarctique, certaines régions sont officiellement protégées pour des raisons écologiques. On y interdit toute activité humaine pour préserver des écosystèmes fragiles. Mais derrière ces justifications légitimes se cachent parfois des mesures de restriction plus strictes dont les raisons restent floues. Dans certains documents, on parle de zones sensibles. Ce terme vague peut désigner des grottes glaciaires, des structures géologiques instables ou d'autres phénomènes encore inconnus. Les scientifiques eux-mêmes reconnaissent que certaines régions du continent semblent particulièrement récalcitrantes à la cartographie, comme si le terrain, le climat et même la technologie formaient une alliance involontaire pour maintenir le mystère intact. Certains instruments cessent encore de fonctionner sans raison. Les données se brouillent, les relevés deviennent incohérents, et tout cela n'a rien de spectaculaire mais contribue à une impression générale. Le continent ne se laisse pas aisément saisir. Ce qui est frappant dans cette histoire, ce ne sont pas les zones blanches en elles-mêmes, c'est la manière dont elles persistent, même lorsque la technologie progresse. C'est la façon dont elles semblent résister aux tentatives de définition, comme si l'Antarctique souhaitait conserver une part de lui-même dans l'ombre. Non par volonté consciente, bien sûr, mais par nature. Un continent aussi ancien, aussi instable, aussi profond, ne peut être réduit à une carte à 2 dimensions. Il refuse la simplicité. Ces zones silencieuses sur les cartes sont peut-être une invitation à ne pas croire que tout est connu, que tout est mesurable. Elles rappellent que certains espaces échappent encore à l'œil humain, même lorsqu'ils sont pris en photo depuis l'espace. Elles rappellent que le monde est plus vaste que nos représentations, que certaines frontières ne sont pas politiques, mais naturelles. Dans la prochaine partie, nous nous pencherons sur une autre dimension de ce mystère, la glace elle-même. Non pas comme une simple surface à traverser, mais comme une barrière. Une barrière qui emprisonne, protège, dissimule, une frontière naturelle que même la technologie moderne peine à pénétrer. Un mur blanc qui ne se contente pas de recouvrir le passé, mais qui semble le garder. La glace de l'Antarctique n'est pas simplement un manteau figé posé sur un continent. Elle est une puissance en soi, un organisme colossal dont la présence dépasse la matière. Elle ne se contente pas de couvrir. Elle protège, écrase, dissimule, préserve et empêche. À chaque fois que l'humanité tente de la percer, elle rappelle son rôle singulier, celui d'une barrière naturelle qui n'a pas vocation à être traversée facilement.
Ce n'est pas seulement un obstacle physique, c'est une frontière conceptuelle, un mur entre ce que nous savons du monde et ce que nous ne sommes pas encore prêts à découvrir. Quand on évoque les 4 kilomètres de glace qui enveloppent l'intérieur du continent, on imagine une simple masse froide, compacte, immobile. Mais la glace antarctique n'est rien de tout cela. C'est un système vivant, en mouvement constant, une entité qui se déplace, respire, craque, se fissure, se recompose. Un monde intérieur fait de tensions, de pressions colossales et de flux invisibles. Une barrière toujours en train de se reformer, toujours en train de s'épaissir ou de se contracter, comme si elle s'adaptait en permanence pour maintenir le secret du continent. Les premiers explorateurs furent frappés par la nature étrange de cette glace. Elle semblait infinie. Elle possédait une densité presque inquiétante, un aspect opaque qui ne ressemblait à aucune autre surface gelée du monde. Dans leurs écrits, certains notent que marcher dessus revenait à marcher sur un sol qui n'appartenait à personne. D'autres évoquent l'impression d'avancer sur un miroir recouvert de poussière froide, un miroir qui ne reflétait en rien, comme si la glace absorbait tout, la lumière, le son, le sens. Ce qui étonne encore aujourd'hui, c'est la manière dont la glace efface le temps. En Antarctique, rien n'est laissé en surface, tout est avalé lentement. Une trace de pas disparaît en quelques heures. Un outil oublié disparaît sous la neige en une journée. Un campement monté avec soin peut être englouti en un hiver. Et certaines bases plus anciennes, abandonnées depuis des décennies, ont été recouvertes comme si elles n'avaient jamais existé. La glace reprend tout. Elle efface l'histoire avec une douceur implacable. Ce phénomène n'est pas anodin. Il a même des implications profondes. Dans d'autres régions du monde, les civilisations sont conservées tôt par la pierre, le sable ou la terre. En Antarctique, tout ce que l'humain laisse derrière lui est avalé par le continent. Les traces du temps y sont impossibles à maintenir. Ce qui signifie qu'une présence ancienne, si elle avait existé, aurait été engloutie entièrement, dissoute dans le blanc. Les scientifiques déparlent souvent d'un paradoxe. La glace préserve les microformules de vie, mais détruit toute trace humaine visible. C'est comme si le continent décidait quels éléments du passé méritaient de survivre. Les fossiles de plantes et de micro-organismes sont conservés pendant des millions d'années, mais les objets récents, eux, disparaissent. Le vivant archaïque est préservé, le vivant moderne effacé. Ce contraste crée un sentiment étrange. La glace est une archiviste, mais une archiviste sélective. Les chercheurs qui travaillent sur les carottes glaciaires savent à quel point cette barrière est difficile à percer. Chaque mètre représente des siècles, parfois des millénaires. Extraire une carotte de 4 kilomètres revient à lire un livre dont chaque page pourrait se briser entre les doigts. Les bulles d'air emprisonnées sont si anciennes qu'elles transportent une atmosphère qui n'existe plus. C'est une expérience unique de manipuler ce passé gelé. Mais c'est aussi une confrontation permanente avec la fragilité de ce savoir. Car une erreur, une variation de température, un geste maladroit, et l'échantillon se fissure, s'évapore, disparaît. Le passé n'est pas offert, il doit être mérité. Ce qui intrigue encore davantage, ce sont les couches profondes. Dans certaines régions, les carottes ramènent dans des signatures chimiques qui semblent décrire des événements climatiques violents. Des périodes où la glace s'est accumulée trop vite pour être normale. Des transitions si rapides qu'elles défient les modèles habituels. Certains chercheurs parlent de glaciations éclairs, des périodes où quelque chose aurait déclenché une chute soudaine des températures. Ces événements restent difficiles à expliquer. Le continent offre des indices, mais jamais de certitude. La glace raconte une histoire fragmentée, presque volontairement cryptique. Les scientifiques ont également découvert des lacs sous-glaciaires, isolés depuis des millions d'années. Le plus célèbre, le lac Vostok, se trouve prisonnier sous 4 kilomètres de glace. Son eau est totalement coupée du monde, sous une pression colossale, dans une obscurité absolue. Et pourtant, il contient de la vie. Une vie qui a évolué sans soleil, sans échange avec l'extérieur. Ces écosystèmes sous-glaciaires sont peut-être les environnements les plus isolés de la planète. Mais ils prouvent que la glace ne tue pas la vie. Elle la transforme, la modèle, la préserve dans une forme radicalement différente. Ce sont ces découvertes qui ont suscité un regain d'intérêt pour les régions les plus profondes du continent. Mais percer la glace est dangereux. Dans certaines zones, les foreuses ont été perdues. Dans d'autres, des projets entiers ont été stoppés lorsque la pression intérieure devint trop instable. Il existe même des récits de forages interrompus parce que la glace réagissait de manière imprévisible, se refermant, se fracturant, créant des vides inattendus.
Pour certains chercheurs, la glace agit comme une barrière naturelle destinée à isoler ce qui se trouve dessous. Non pas par intention, mais parce que les conditions nécessaires à la préservation du passé sont les mêmes que celles qui empêchent l'homme d'explorer. Le froid extrême, la pression, l'absence d'air, la densité du glacier, tout cela protège autant qu'il interdit. Les zones où la glace est la plus épaisse correspondent souvent aux régions où les anomalies géologiques sont les plus importantes. Les montagnes enfouies, les cavités gigantesques, les reliefs trop réguliers, tout cela se trouve sous des couches glacées, si profondes qu'elles en deviennent infranchissables, comme si la glace elle-même avait choisi d'enfermer ces structures, ou comme si les structures avaient attiré la glace, l'avaient enfaçonnée autour d'elles, une interaction étrange sans explication définitive. Les satellites modernes montrent également que certaines zones du continent semblent se refermer plus vite que d'autres. Les fissures y disparaissent rapidement. Les reliefs s'y uniformisent. Les ombres y deviennent plus rares. Ce phénomène pourrait s'expliquer par des vents particuliers, par la gravité locale ou par des caractéristiques propres au climat. Mais pour ceux qui observent ces changements année après année, un sentiment persiste. La glace travaille. Elle évolue comme une peau vivante qui cicatrise. La glace est aussi une barrière politique. Le traité sur l'Antarctique, signé en 1959, interdit toute exploitation minière, toute militarisation, toute revendication territoriale nouvelle. Il protège la glace, mais aussi ce qu'elle recouvre. Il garantit que personne n'ira creuser trop profond, chercher trop loin, fouiller trop avidement. Officiellement, pour préserver l'environnement. Mais officieusement, certains pensent que ce traité protège aussi la possibilité du mystère, car un continent entièrement transparent, entièrement accessible, perdrait une part de son essence. L'Antarctique est un lieu où l'inconnu joue un rôle fondamental. La glace en est la gardienne. Elle empêche les explications trop faciles. Elle maintient contre une frontière entre le monde observable et le monde potentiel. Dans la prochaine partie, nous descendrons encore plus profondément vers ces sons et ces vibrations qui semblent émaner des profondeurs du continent. Non pas des bruits spectaculaires, mais des murmures, des fréquences discrètes, comme si la glace elle-même racontait une histoire que personne ne comprend encore tout à fait, un langage du froid, transmis par la Terre elle-même. Quand on pense à l'Antarctique, on imagine un silence total, un silence blanc, compact, un silence si dense qu'il semble absorber toute présence humaine. Mais ceux qui ont vécu sur le continent savent que ce n'est qu'une illusion. Car l'Antarctique n'est pas muet. Il murmure, il vibre, il résonne. C'est un lieu où la glace parle de manière subtile, où les profondeurs semblent émettre des sons que l'on n'attendrait pas dans un désert gelé. Ces sons ne sont pas des cris, ni des grondements. Ce sont des pulsations, des respirations, des fréquences qui paraissent revenir d'un autre temps. Et ce sont ces murmures, plus que tout, qui rappellent que le continent est vivant. Les premières descriptions de ces sons apparaissent dans les journaux d'explorateurs du XIXe siècle. Certains évoquent sans des bruits sourds, réguliers, qui ressemblaient à des coups lointains, comme si quelque chose frappait lentement la glace depuis les profondeurs. D'autres parlent de vibrations qui traversaient le sol sous leurs pieds, de légers tremblements qui ne ressemblaient ni à des séismes, ni à des glissements de terrain. Ces récits furent longtemps considérés comme des impressions subjectives, des hallucinations induites par le froid, l'isolement, l'épuisement. Mais lorsque les scientifiques du XXe siècle commencèrent à installer des instruments plus sensibles, les sons devinrent indéniables. Le premier enregistrement officiel d'un chant glaciaire date des années 1950. Les microphones ultrasensibles captèrent alors un bourdonnement continu, presque organique, impossible à entendre à l'oreille nue. Une fréquence basse, profonde, qui semblait sortir directement du socle du continent. Lorsque les chercheurs amplifièrent dans le signal, ils découvrirent une tonalité étrange, ni mécanique, ni naturelle au sens habituel. Une vibration tenue, presque harmonique, évoquant le souffle très lent d'un corps gigantesque. La principale explication avancée aujourd'hui repose sur les déplacements lents de la glace, les ajustements internes du glacier, les fractures microscopiques et les forces tectoniques. Ces phénomènes créent des ondes, des pulsations qui se propagent à travers le continent, comme dans le ventre d'un animal colossal. Pourtant, même si la théorie est cohérente, la sensation ressentie par ceux qui étudient ces sons est tout autre. Pour eux, l'Antarctique ne produit pas seulement du bruit, il communique quelque chose. Une information peut-être, ou simplement une présence. Les chercheurs modernes utilisent des réseaux de capteurs pour analyser les basses fréquences émises par la glace.
Il parle d'un chant permanent, une tonalité qui varie selon les saisons, la température, les mouvements internes, parfois graves, parfois aigus, parfois presque imperceptibles, parfois étonnamment régulières, comme si elle obéissait à un rythme. Certaines stations enregistrent des pulsations quotidiennes, comme si la glace connaissait une forme de respiration profonde. D'autres captent des signaux plus complexes, qui ressemblent à des séquences, à des motifs récurrents. L'un des phénomènes les plus troublants concerne les appels longue distance. Ce terme désigne les résonances qui parcourent la glace sur des centaines de kilomètres. Un événement local, une fracture, un glissement interne, peut produire une onde qui voyage à travers tout le continent. Cette onde peut être captée instantanément dans des stations éloignées de plusieurs milliers de kilomètres. L'Antarctique est donc un transmetteur naturel. Ces couches profondes fonctionnent comme une caisse de résonance gigantesque. Certains scientifiques comparent même ce phénomène à un instrument musical, un instrument si ancien qu'il dépasse l'histoire humaine. La glace est la corde, le socle continental est la caisse. Les mouvements internes sont les doigts invisibles qui jouent. Cette comparaison, bien qu'imagée, donne une idée de la complexité du phénomène. La Terre elle-même semble jouer un chant lent, un chant géologique, un chant qu'aucun autre continent ne peut produire avec autant de pureté. Les chercheurs qui vivent sur place décrivent parfois des expériences plus intimes. Ils racontent des nuits où la glace craque lentement, comme si elle se retournait sous eux. Des moments où un bruit sourd résonne dans la station sans qu'on puisse en trouver la source. Parfois, une vibration légère traverse les murs, faisant trembler les bibelots, les tasses, les instruments. Ce ne sont pas des secousses violentes, ce sont des frémissements, des chuchotements du sol. Ces signaux sont si subtils que certains les comparent à des battements cardiaques, non pas d'un organisme, mais d'un espace. Les zones de montagnes enfouies produisent aussi leurs propres sons. Certains semblent provenir de cavités profondes, comme si l'air emprisonné bougeait d'une manière difficile à comprendre. D'autres ressemblent à des échos, comme si quelque chose répondait au craquement initial. Ces phénomènes acoustiques pourraient provenir de vibrations naturelles, mais certains explorateurs, issus des premières grandes expéditions, ont parlé de réverbérations étranges, presque intelligibles. Bien sûr, il ne s'agit pas de voix ni de langage, mais pour ceux qui étaient isolés depuis des semaines, ces sons ressemblaient à une forme de présence. Les scientifiques modernes évitent d'utiliser des termes trop anthropomorphiques. Pourtant, dans les discussions privées, beaucoup reconnaissent que l'Antarctique donne l'impression d'être habité par le mouvement. Même si rien n'y vit à grande échelle, même si aucune créature ne parcourt les profondeurs, la glace et la roche semblent former un système qui se manifeste comme un être entier. La glace s'étire, se contracte, gémit doucement. Elle parle le langage du froid. Il existe aussi des sons que l'on peine encore à expliquer. Des bruits soudains, presque métalliques, enregistrés par hasard sur des capteurs. Des vibrations qui ne correspondent à aucune fracture connue. Des pulsations régulières qui apparaissent avant certaines tempêtes majeures. Certains chercheurs pensent que ces signaux pourraient être liés aux variations atmosphériques. D'autres y voient des mouvements internes encore non étudiés. Mais tous s'accordent sur une chose. L'Antarctique n'est pas silencieux. Et il possède son propre système sonore, son propre monde acoustique. L'un des phénomènes les plus mystérieux est le son de basse continue, détecté sous certaines vallées glacées. Un bruit qui dure des semaines, parfois des mois. Un son à peine perceptible, mais constant. Il pourrait provenir de l'eau souterraine qui circule sous la glace, ou peut-être du socle continental qui se transforme lentement. Mais pour les équipes de présente, il ressemble à un chant ancien, monotone, hypnotique. Certaines stations ont même enregistré des fréquences si basses qu'elles ne peuvent être entendues par l'oreille humaine. Pourtant, ceux qui vivent au-dessus de ces zones disent parfois qu'ils ressentent quelque chose. Pas un son, mais une impression, une tension, un frémissement qui se loge dans les os, dans les pensées, comme si le corps captait ce que l'oreille ne peut entendre. Ce que l'on découvre au fil des années, c'est que l'Antarctique parle. Il parle avec la voix du temps, avec le langage de la glace. Un langage que nous écoutons mais que nous ne comprenons pas encore. Un langage qui semble dire « Je suis là depuis longtemps, je garde quelque chose ». Dans la prochaine partie, nous explorerons les écosystèmes qui défient les règles, ces formes de vie minuscules, tenaces, qui survivent dans des conditions impossibles. Des créatures tibédou qui révèlent que, même dans ce désert blanc, le vivant trouve un chemin, et que la vie parfois persiste là où l'on croyait que rien ne pouvait naître.
L'Antarctique, avec son froid permanent, son vent tranchant et sa lumière capricieuse, semble être l'endroit le moins adapté à la vie. Un espace où rien ne devrait pousser, où rien ne devrait respirer, où la moindre cellule devrait céder à l'immobilité glacée. Et pourtant, le continent abrite certains des écosystèmes les plus étonnants de la planète, des formes de vie qui ne ressemblent à aucune autre, des créatures minuscules, presque invisibles, capables de survivre à des conditions que même les machines modernes ont du mal à supporter. Ici, la vie ne prospère pas. Elle persiste. Elle se replie, se cache, s'adapte, comme si elle répondait à des lois différentes de celles du reste du monde. Les premiers explorateurs, quand ils touchèrent d'or le continent, pensèrent avoir atteint un désert stérile. Pas un oiseau à l'intérieur des terres, pas une trace de végétation, pas un mouvement. Mais cette impression de vide absolu se révéla trompeuse. Car la vie antarctique ne se montre pas, elle attend. Les scientifiques du XXe siècle découvrirent les premiers indices de cette persistance. Dans les fissures de la glace, sous les pierres, dans les poches d'eau salée, piégés depuis des millénaires, ils trouvèrent dans des micro-organismes, des êtres si petits que leur existence semblait improbable, et pourtant si adaptés que rien ne semblait pouvoir les anéantir. Certains survivent à des températures négatives extrêmes, d'autres supportent des cycles de gel et de dégel impossibles pour la majorité des cellules vivantes. Il existe même des organismes capables de rester en dormance pendant des décennies, attendant simplement que les conditions redeviennent légèrement favorables. L'un des plus étonnants est un petit invertébré, presque invisible à l'œil nu, capable de survivre à une déshydratation totale. Il se replie sur lui-même, s'endort, réduit son activité biologique à l'extrême, et attend. Dans cet état, on pourrait croire qu'il est mort. Mais lorsque l'eau revient, même après des années, il se réveille. Comme si sa vie n'était qu'une suite de pauses. Ce phénomène se répète dans d'autres formes. Des mousses fossiles, figées dans la glace, reviennent à la vie après des siècles. Des algues rouges émergent à la surface de la neige, créant des étendues bassements colorées en plein désert blanc. Des bactéries, enfermées dans des bulles d'air prélevées dans les carottes glaciaires, montrent encore des signes d'activité. Leur existence tient presque du paradoxe. Elles vivent là où la vie ne devrait pas être possible. Ce qui rend ces écosystèmes si fascinants, ce n'est pas seulement leur résistance, c'est leur discrétion. Ils vivent à l'échelle du minuscule, comme s'ils ne voulaient pas être vus. Ils habitent les marges, les interstices, les ombres. Ils rappellent que la vie n'a pas besoin de lumière, d'espace, de chaleur. Elle a simplement besoin d'un recoin, d'une possibilité, aussi fragile soit-elle. Les chercheurs qui étudient ces organismes parlent souvent d'une sensation étrange, l'impression que l'Antarctique possède des règles de vie qui lui sont propres. Ici, la sélection naturelle n'est pas guidée par l'abondance, mais par la rareté absolue. La survie n'est pas un combat, mais une attente. Et cette attente, millénaire, patiente, donne naissance à des formes d'existence qui semblent appartenir à un autre monde. Les lacs sous-glaciaires révèlent un autre pan de cette vie, cachée. Dans ces environnements totalement isolés, sans soleil, sans échange d'air, sans apport de nutriments extérieurs, des écosystèmes entiers survivent. Ils se nourrissent de minéraux, d'interactions chimiques, de pressions extrêmes. Ces mondes obscurs témoignent d'une résilience qui défie notre compréhension du vivant. Certains scientifiques pensent que ces environnements pourraient ressembler aux conditions des océans extraterrestres, comme ceux des lunes glacées. Étudier l'Antarctique pourrait ainsi revenir à étudier un autre type de biologie, parallèle à celle que nous connaissons. Mais l'existence de ces écosystèmes soulève aussi une question plus troublante. Que reste-t-il d'une époque où l'Antarctique était vivant, couvert de forêts et de rivières ? Si la glace a préservé des traces de vie microscopiques sur des millions d'années, que pourrait-elle avoir enfermé d'autres ? Les scientifiques restent prudents. Rien ne laisse penser à des formes complexes. Et pourtant, la persistance de ces micro-organismes suggère que le continent conserve une mémoire biologique plus profonde que ce que nous imaginions. Plus étranges encore sont les zones dites sèches, des vallées où la glace ne s'accumule pratiquement jamais. Ces régions, balayées par des vents forts et constants, ressemblent davantage à des paysages martiens qu'à des environnements terrestres. Là, la vie est encore plus rare, encore plus discrète. Mais elle existe. Des micro-organismes logés dans la poussière, dans les pores de la roche, dans les films minces d'humidité qui se forment pendant de courtes périodes. Ces vallées représentent l'un des environnements les plus hostiles de la Terre, et pourtant, le vivant y persiste comme une braise minuscule qui refuse de s'éteindre.
Les fonds marins autour du continent racontent une autre histoire. Dans les profondeurs glacées, des créatures étranges évoluent lentement, à un rythme qui semble différent du reste de la planète. Certaines espèces n'existent nulle part ailleurs. D'autres, très anciennes, semblent être des survivantes d'époques lointaines. On dit parfois qu'en Antarctique, le temps biologique coule plus lentement. Peut-être est-ce une simple impression, mais elle reflète une réalité. La vie ici n'a rien d'ordinaire. Les manchots, les phoques, les oiseaux marins sont les visages visibles de cet écosystème, mais ils ne sont que la surface d'un monde beaucoup plus mystérieux. Leur présence montre que même dans les endroits les plus isolés, la vie trouve une niche, un chemin, un équilibre fragile. Mais sous cette surface, dans les abysses glacés, dans les grottes sous-marines, dans les enclaves de roches protégées du vent, se trouvent des formes de vie qui racontent un récit différent. Un récit où la survie n'est pas une lutte, mais une manière d'être. Il existe un paradoxe fascinant dans ces écosystèmes. L'Antarctique est l'ultime désert, mais il abrite des créatures capables d'endurer ce que la plupart des espèces ne pourraient même pas imaginer. C'est un monde hostile, mais c'est aussi un refuge. Un refuge pour les extrêmes, pour les anciens, pour les oubliés. Ce continent, que nous croyons stérile, révèle un récit plus vaste, celui d'une vie qui ne dépend pas du confort, ni du climat, ni de la lumière. Une vie qui se contente de possibles infinitésimaux. Et cette leçon, discrète mais profonde, rappelle que la Terre possède encore des réserves de complexité que nous ne comprenons pas. Dans la prochaine partie, nous nous aventurerons vers l'océan austral, un vaste anneau d'eau étrange où les courants semblent suivre des règles particulières, où la vie disparaît soudainement sans explication, où le vide devient une présence. Un autre mystère, liquide cette fois, entourant le continent blanc comme une dernière énigme avant le reste du monde. Autour de l'Antarctique s'étend un anneau d'eau immense, mouvant, hypnotique, l'océan austral. C'est une mer qui ne ressemble à aucune autre. Un territoire liquide sans frontières visibles, où les vagues semblent venir de partout à la fois et où les courants dessinent des trajectoires qui défient les cartes humaines. Depuis les premiers navigateurs jusqu'aux scientifiques modernes, ceux qui s'y sont aventurés racontent la même impression. L'océan austral n'est pas seulement une étendue d'eau, c'est une présence. Une force qui encercle le continent comme si elle en était la première ligne de défense. Le plus étrange dans cet océan n'est pas son immensité, mais ses absences. Des absences que l'on ne s'attendait pas à trouver. Des zones où la vie marine disparaît brusquement. Des régions où les instruments cessent de répondre. Des endroits où les vagues semblent plus lourdes, plus lentes, comme si quelque chose sous la surface retenait leur mouvement. Ce ne sont pas des phénomènes spectaculaires, mais des anomalies discrètes, persistantes, qui donnent au voyage l'impression d'un passage à travers un voile invisible. Les premiers navigateurs, au XVIIIe et XIXe siècle, décrivent souvent un changement soudain lorsqu'ils approchent des latitudes australes. Les oiseaux cessent de suivre le navire, les poissons se raréfient, les ciels deviennent opaques même par beau temps. Certains journaux évoquent des zones où la mer semblait vide, sans trace de vie, sans ombre sous la surface. Ces observations, bien que subjectives, se répètent trop souvent pour être ignorées. Elles évoquent un océan qui ne dévoile pas facilement ses secrets. Avec l'arrivée de la recherche moderne, on aurait pu croire que ces impressions anciennes seraient dissipées par les données. Et pourtant, certaines d'entre elles subsistent. Les relevés biologiques montrent bien des régions riches en vie, mais ils montrent aussi des zones où la densité des organismes chute inexplicablement. Des régions où, selon certains chercheurs, la chaîne alimentaire semble se suspendre temporairement. Cela ne signifie pas que la vie y est impossible, seulement qu'elle y est différente, ou absente, ou cachée sous une forme que nous ne comprenons pas encore. L'océan austral est fortement influencé par le courant circumpolaire antarctique, le plus puissant courant marin de la planète. Ce courant forme une boucle continue autour du continent, comme une muraille liquide. Il empêche les eaux plus chaudes des océans voisins de pénétrer facilement dans la zone. Mais cette barrière n'est pas seulement thermique, elle semble aussi créer des frontières biologiques. Certaines espèces marines évitent systématiquement certaines zones, comme si quelque chose les en détournait. Les baleines, on sait par exemple, suivent des itinéraires précis, mais dans certaines régions, elles modifient leur trajectoire, contournent des zones entières, comme si ces espaces étaient pour elles des territoires sans intérêt, ou peut-être des territoires hostiles. Les satellites observent aussi des mouvements inhabituels dans les populations de krill, la base de toute la chaîne alimentaire. Parfois, des bancs entiers disparaissent sans explication,
comme s'ils avaient migré vers des profondeurs que nos instruments ne peuvent atteindre. Il existe aussi des phénomènes plus subtils. Certains navires rapportent des zones où le sonar renvoie des signaux brouillés, des échos étranges, des profondeurs incohérentes. Ces anomalies, souvent temporaires, créent l'impression de structures mouvantes, sous la surface. Les océanographes parlent de couches d'eau aux densités différentes ou de masses de glace submergées. Mais même eux reconnaissent que certaines anomalies ne suivent pas les modèles classiques. Les régions autour du continent connaissent également des murs d'eau froide, des zones où la température chute brutalement sur quelques mètres seulement. Ces variations peuvent s'expliquer par les courants, mais leur régularité intrigue. Elles forment comme des rideaux, des zones de séparation entre deux eaux. Certains passeront d'un côté à l'autre sans s'en rendre compte. D'autres ressentent un changement subtil dans la texture de la mer, comme si l'eau elle-même devenait plus lourde. Dans certaines zones, les navigateurs modernes parlent d'une mer au mouvement étrange. Les vagues semblent parfois se déployer avec lenteur, comme si elles étaient enfreinées par quelque chose d'invisible. Par moments, les instruments indiquent une profondeur normale, puis brusquement une profondeur impossible, avant de revenir à la normale. Cela pourrait être dû à des poches d'eau de densité différentes. Mais ces phénomènes ont nourri des récits plus anciens, où l'on évoquait des mers creuses, des poches silencieuses, des régions où le monde semblait se retirer. Les plongeurs scientifiques, rares dans ces eaux, racontent aussi des sensations étranges. Dans certaines zones, ils disent avoir l'impression d'être observés, non pas par une créature, mais par l'eau elle-même. Une sensation diffuse, difficile à expliquer. Peut-être simplement la réaction humaine à un environnement extrême, peut-être autre chose, le reflet d'un monde sous-marin qui n'a pas encore livré ses lois. Dans les profondeurs, les submersibles autonomes ont capté des sons inhabituels. Non pas les chants des baleines, mais des bruits sourds, des pulsations lentes, presque identiques à celles enregistrées sous la glace. Cela suggère que l'océan austral et le continent lui-même partagent un langage de vibration, une communication silencieuse entre la glace et l'eau, une résonance profonde qui traverse les couches du monde. Ces sons pourraient être des déplacements de glace, des tremblements subtils du socle marin, des interactions entre l'eau et les profondeurs glacées. Mais pour ceux qui les étudient, ces signaux ressemblent presque à une conversation. Une conversation lente, froide, entre deux mondes que nous ne comprenons pas encore. L'un des phénomènes les plus intrigants concerne les zones où presque aucune forme de vie n'apparaît. Des régions qui ne sont pourtant pas plus froides, ni plus profondes, ni plus pauvres en nutriments que les autres. Les scientifiques ont proposé plusieurs explications. Des variations non détectées dans la chimie des eaux, des courants invisibles, des phénomènes saisonniers. Mais la question demeure. Pourquoi dans cet océan si riche, certaines zones sont-elles presque vides ? Peut-être est-ce simplement la conséquence de forces naturelles encore mal mesurées. Peut-être est-ce la manière dont le continent influence son environnement. Ou peut-être existe-t-il des dynamiques biologiques que nous ne percevons pas encore. Car l'absence, en Antarctique, est souvent plus révélatrice que la présence. Les marins racontent parfois une impression étrange lorsqu'ils traversent ces zones. Un silence qui n'est pas le silence habituel de l'océan. Un silence plus lourd comme si les sons se perdaient dans l'eau. Une absence de mouvement animal. Une impression d'immobilité profonde. L'océan austral est ainsi une frontière liquide, un espace de transition où le monde se réarrange. Il ne montre pas tout. Il dissimule. Il reflète les mystères du continent blanc en les traduisant dans un langage d'eau profonde. Dans la prochaine partie, nous quitterons l'océan pour explorer les mythes, non pas ceux inventés pour combler le vide, mais ceux transmis, fragment après fragment, par les peuples lointains ou par les premiers navigateurs. Des histoires d'inventants qui, étrangement, semblent déjà savoir que le sud du monde n'est pas seulement un désert glacé, mais un lieu où se joue quelque chose de plus ancien, quelque chose qui dépasse les cartes et les récits humains.